que l'on révélait et tout l'effort, parfois sacrificiel, qu'on a mis en œuvre pour essayer de démanteler les structures de pouvoir auxquelles on est opposé, portait ses fruits et trouver une écoute. Et ce que cet événement vient, à mon sens, rappeler, c'est que la mémoire est courte et qu'il est très difficile, lorsque vous êtes en position minoritaire, politiquement parlant, lorsque vous n'avez pas accès aux appareils de pouvoir, aux appareils de communication, de continuer à informer les personnes, leur donner des instruments pour penser politiquement, leur donner une mémoire politique et les pousser à contextualiser et comprendre dans quel cadre un certain nombre d'événements peuvent intervenir et ce qu'ils peuvent avoir d'instrumental ou au contraire de menaçant pour les causes que l'on a à défendre. J'ai eu le privilège de représenter Julian Assange, le fondateur de Wikileaks pendant plusieurs années, un homme qui, aux côtés de bien d'autres, a été traqué par les plus grands pouvoirs, notamment par la CIA, ce qui est révélé il y a quelques mois dans une grande enquête journalistique qui a permis de démontrer qu'il y avait une équipe spécifique qui avait été mise en place suite à une discussion entre Donald Trump et Mike Pompeo, qui était à l'époque directeur de la CIA à la Maison-Blanche, où ils s'étaient interrogés pour savoir est-ce qu'il fallait assassiner Julian Assange, le kidnapper, mettre en place des opérations d'entrave contre lui et ses équipes. Finalement, c'était cette solution qui avait été adoptée, et ça a amené à l'enfermement de Julian Assange, donc connu pour les plus jeunes peut-être qui n'ont pas traversé cette époque, connu pour avoir révélé les secrets des États-Unis dans le cadre des guerres commises en Afghanistan et en Irak, des centaines de milliers de documents, et avoir continué depuis un travail de révélation sur les structures de pouvoir qui ont permis d'en démontrer une grande part de la corruption et de la violence qu'elle générait. Cet homme a été détruit pour une raison très simple, c'est qu'il présentait un danger extraordinaire, c'était de vous donner un accès direct à l'information. Non pas s'ériger en un pouvoir, parce que les journalistes se présentent souvent comme des contre-pouvoirs. Alors que c'est exactement l'inverse. Un journaliste, c'est quelqu'un qui va avoir une rédaction, qui va avoir accès au pouvoir et qui va faire l'intermédiaire entre vous, citoyens, et les personnes puissantes. Et qui va décider à travers là, selon des critères qui lui sont propres et qui sont plus ou moins instrumentaux, qu'est-ce qui est intéressant de révéler, qu'est-ce qui doit être dit aux populations ou non. Et on comprend évidemment pourquoi des grandes puissances, notamment financières, cherchent à prendre le contrôle sur ces médias et pourquoi en France, quelques oligarques contrôlent 80% de la presse de ce pays, parce qu'à travers cette position d'intermédiation, ils vont pouvoir façonner les opinions, façonner l'espace public et donc vous amener à voter dans une direction ou une autre. Et évidemment, qu'est-ce que ça va leur permettre? Ça leur permet notamment d'accaparer un certain nombre d'avantages, de financement, de privilèges de la part de l'État. Et c'est tout ce qui explique que, par exemple, Martin Bouygues, qui est le détenteur du groupe TF1, soit l'un des principaux constructeurs du groupe de BTP de France, qui se nourrissent principalement de la commande publique. C'est ce qui explique que Xavier Niel, détenteur du Monde, de l'Obs et de bien d'autres médias, il a même eu des parts dans Mediapart au moment de sa création, se soit vu octroyer une licence téléphonique et donc l'accès à ce marché réservé où il y a seulement 4 acteurs qui leur permettent tous les mois de récupérer des centaines de millions, voire des milliards de façon garantie parce qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a que 4 acteurs autorisés par l'État, SFR, Free, Orange et Bouygues. Et donc, évidemment, cet octroi, il est décidé par les élites politiques qui, en échange, demandent que ces propriétaires de médias pèsent en leur faveur et leur permettent de remporter vos suffrages, et en tout cas de filtrer l'information d'une façon ou d'une autre. C'est ce qui explique, je vais en finir, mais on va faire le tour de ces 4 personnes, c'est assez rapide, que Patrick Drahi, qui a acheté SFR, se soit vu demander en retour par Emmanuel Macron, qui était secrétaire général adjoint de François Hollande à l'époque, de racheter BFM, Libération et l'Express, et le groupe RMC BFM, pour, en échange, avoir le droit de racheter SFR et donc avoir cette manne garantie de revenus en retour. Donc l'information, elle est très importante, elle est clé dans un système qui se veut démocratique, qui est en tout cas électif, mais plus grave et peut-être plus important, la capacité à contrôler quelle forme d'information vous arrive, elle est essentielle. Et Julian Assange, il venait exploser ça avec Wikileaks. C'est-à-dire créer un site grâce à ses capacités techniques, c'est un grand hacker, il a réussi à créer une forme de site relativement vulnérable où tout d'un coup s'accueillaient directement les documents produits par le pouvoir. C'est-à-dire que vous ne dépendiez plus de journalistes pour savoir ce que pensait le pouvoir, ce que faisait le pouvoir. Vous pouviez vous-même vérifier ce qu'on vous racontait sur les chaînes de télévision, sur les radios et ainsi de suite. Et cette puissance-là, elle est extraordinairement transgressive, qui, sur la côte est américaine, a commencé à faire fuiter sur des réseaux 4chan et compagnie, sur des forums et des Discord, des documents top secrets.
qui étaient produits par les grandes agences de renseignement américaines, de la CIA et ainsi de suite, qui permettent de révéler comment, par exemple, je vais vous faire un listing un peu aléatoire, comment les États-Unis surveillent systématiquement et captent toutes les communications du secrétaire général de l'ONU, comment la Russie forme des manifestants en Turquie, moldave, pour essayer de déstabiliser le régime moldave, pour essayer de le remettre dans leur sphère d'influence, en tout cas s'assurer qu'ils ne rentrent pas dans la sphère d'influence occidentale et de l'OTAN, comment il y avait une contre-offensive ukrainienne avec l'appui de l'OTAN qui était prévue à partir de mai-juin contre la Russie, qui évidemment va être avortée du fait de cette fuite avec tous les détails, comment on a des forces spéciales, on a des soldats en Ukraine, ce qui est encore aujourd'hui nié par le ministère des Affaires étrangères alors qu'on a les documents qui prouvent grâce à cette fuite, et ainsi de suite. Je pourrais continuer comme ça. Aussi, un dernier élément fascinant, il y a une guerre un peu oubliée au Yémen, dont vous avez peut-être entendu parler, entre d'un côté l'arc chiite et de l'autre l'arc sunnite, donc d'un côté Téhéran, Bachar el-Assad et le Hezbollah, et de l'autre l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis qui essaient de recréer une sorte de Sparte et de contrôle sur le détroit de Bab el-Mandeb, donc de la mer Rouge, là où passent la plupart des marchandises qui arrivent en Europe, fabriquées en Asie. Et bien comment en fait cette guerre fratricide dans le Golfe est complètement artificielle, et que depuis le cessez-le-feu, l'Arabie Saoudite finance l'arc chiite, donc c'est-à-dire finance ses supposés ennemis et paye les salaires des fonctionnaires et résistants du Yémen du Nord à l'invasion qui a été mise en place par l'Arabie Saoudite. Vous avez des milliers d'informations de cet ordre-là qui ont été soudain révélées publiquement et qui montrent qu'il y a un écart extraordinaire entre les discours de ces grandes puissances et la réalité sur le terrain, y compris de façon grossière, parfois comme celle-ci. Qu'est-ce qu'ont fait les médias occidentaux, qu'ils soient américains ou européens? Alors, les États-Unis, ils ont fait un truc extraordinaire. Ils ont commencé à traquer la source. C'est-à-dire que leur obsession, c'était de savoir qui était celui qui avait révélé, le lanceur d'alerte qui avait révélé ces documents. Donc, une sorte d'inversion de ce qu'est le journalisme. Ils ont commencé, en fait, ils ont retrouvé avant le FBI la personne en question, ils ont rendu public son identité, et il s'est fait arrêter 48 heures après. Merci beaucoup les journalistes, on apprécie votre dévouement au bien commun. De l'autre côté, ils ont commencé à traiter ces informations auxquelles ils ont eu accès, sans rendre public les documents. C'est-à-dire en refusant de rendre public les documents, au point où un de ces organes de presse, le Bellingcat, a fait des captures d'écran où il floutait, comme si c'était de la pornographie, les documents qu'il commentait, pour s'assurer qu'on n'y ait pas accès directement, en prétendant que parce que c'est top secret et ainsi de suite, ce serait un délit de publier. Donc ce qu'on a fait avec des amis de Wikileaks, on a réussi à récolter l'ensemble de ces documents, dont certains avaient filtré, d'autres non, etc. Et on les a tous publiés sur Twitter, un peu aussi pour dire, attendez, le Washington Post prétend avoir peur, le New York Times prétend avoir peur, le Monde prétend avoir peur, mais on va vous montrer que de simples citoyens français qui n'ont aucun pouvoir particulier n'ont pas ces craintes, et on a rendu accessible l'ensemble de ces documents, justement, quelque part, pour rendre hommage à Julian Assange, à son sacrifice, à la violence qu'il a subie du fait de cet engagement qu'il avait mis en œuvre, et démontrer que quelque part, il avait fait des enfants, et qu'on reprenait un chemin qui ne serait pas arrêté du fait du sacrifice, justement, qu'il avait subi, parce que je vous rappelle que Julian Assange, après avoir été accusé de viol à tort et mensongèrement pendant près de 9 ans, ça aussi c'est à rappeler, parce que moi j'ai connu du coup, en fait, en tant qu'avocat, avant de devenir personnellement la cible d'une de ces opérations, ce que ça pouvait produire que de se voir à chaque fois que vous interveniez dans l'espace public, renvoyer à une fausse accusation sans avoir la possibilité d'y répondre, de façon répétée, et surtout de voir cet élément utilisé pour vous ostraciser et s'assurer que votre parole ne porte plus d'une quelconque façon. Et j'ai fait d'ailleurs le même choix que Julian Assange, c'est pour ça que c'est assez gênant de voir ce à quoi on a assisté. J'ai immédiatement rendu public dans le détail ce qui s'était passé, de façon non contredite, depuis, de façon à faire l'inverse de ce que font les vrais auteurs de crimes, et en particulier les hommes de pouvoir comme Darmanin et compagnie, qui s'enferment dans un silence extraordinairement blessant et violent, y compris pour la cause, qui considèrent qu'ils n'ont pas de compte à rendre à personne et qui sont protégés par leurs fonctions, et que ces questions sont des non-sujets. Évidemment que ces questions sont essentielles, importantes, par contre elles sont extraordinairement facilement instrumentalisables, pour une raison très simple. L'intime, par définition, c'est l'espace qui n'est pas objectivable. C'est-à-dire ce qui se passe dans l'intimité, à moins que vous vous amusiez à filmer chacun de vos ébats, et j'espère que ce n'est pas le cas, c'est l'espace où vous allez avoir normalement deux personnes et deux regards qui vont être les seuls témoins des événements. Et donc, imaginez-vous à quelle facilité on peut instrumentaliser cet espace-là pour dire quelque chose et, quoi qu'il arrive, créer un stigmate qui ne soit pas réparable. Parce que, quoi qu'il arrive, il y aura la possibilité du doute.
parce que vous êtes sur parole contre parole. Et si vous n'avez pas, comme vous n'avez pas d'éléments objectifs, surtout aujourd'hui à cette époque où l'extension en fait des accusations devient telle que la question du viol n'est plus réduite à la question de la violence. Elle peut s'inscrire, y compris sans preuve matérielle. En fait, un viol peut intervenir, et c'est la qualification qui lui est donnée aujourd'hui, dans un rapport qui soit absolument transparent d'un point de vue physique ou matériel. C'est-à-dire sans qu'il n'y ait de différence possible objectivable entre un rapport sexuel consensué et un rapport sexuel non consensué. Et donc ça devient une arme extraordinaire. C'est une facilité déconcertante de détruire ou de déstabiliser du jour au lendemain quelqu'un, sans possibilité pour lui de renverser cette chose-là, parce qu'il n'aura que sa parole à porter et que les quelques éléments qu'il a à sa disposition, avec du coup les dangers qui peuvent s'en déduire. Et donc, à travers Julian Assange, moi j'avais traversé cette époque où il était complètement isolé. Ça a été très efficace comme accusation, parce que même si elles ont été abandonnées au bout de 8 années de procédure quand même, ces accusations ont permis de l'isoler. L'isoler d'une part de tous les espaces qui sont militants et engagés sur les questions des droits de l'homme en général, par précaution. On ne sait jamais, on ne peut pas se prononcer, et on peut comprendre la difficulté qui se fait. Et donc, une distanciation très forte qui fait qu'alors qu'il était enfermé dans l'ambassade d'Équateur, dans 20 mètres carrés, dans une situation d'oppression extraordinaire, et qu'il était évident, cette affaire étant apparue quelques semaines après les publications des premiers câbles diplomatiques de Wikileaks, il était évident qu'il y avait là quelque chose qui ne fonctionnait pas, eh bien, il y a eu une distanciation, un isolement, et c'est le premier effet qu'on cherche à faire, une blessure évidemment égotique. Donc, on commence à ne parler que de soi, parce qu'on commence à ne faire que se défendre. Et donc, on s'écarte de ceux que l'on était en train de protéger, que ceux auprès desquels on était en train de s'engager. Et on se retrouve dans une situation où, évidemment, du coup, la contre-attaque devient encore plus facile, parce qu'ils peuvent créer des boucles infinies. On vous accuse d'une chose, puis d'une autre, puis d'une autre, et ça ne s'arrête pas. Et surtout, derrière, on commence à dire « Ah, mais regardez, quel égo, quel melon, il ne parle que de lui, etc. » Et vous retrouvez dans une situation, en fait, où, parce qu'on n'arrête pas de vous cibler individuellement, vous vous retrouvez dans l'incapacité ou la difficulté de porter une parole politique et évidemment objective par rapport à la situation à laquelle vous êtes confronté. Et donc Julian, j'ai vu en fait commettre toutes les erreurs que n'importe qui commettrait dans cette situation, sans réussir à sortir de cette boucle d'isolement qui a amené aujourd'hui à sa détention dans une prison antiterroriste de Londres, parce qu'une fois qu'il avait été suffisamment isolé, délégitimé, décrédibilisé, ainsi de suite, parce qu'il avait été par ailleurs accusé d'antisémitisme, d'être un agent des Russes, et ainsi de suite, des choses tellement grossières, et qui en même temps à chaque fois fonctionnent. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de mémoire politique, parce que nos capacités à nous instruire et surtout à nous remémorer des événements récents, du fait que ces armes étaient utilisées dans les années 70 par exemple contre les Black Panthers aux États-Unis. Elles font partie des manuels de contre-insurrection qui sont disponibles des principales agences de renseignement qui ont été rendues publiques depuis les années 60. Et on a dans une situation où le manque de structure politique au sein de nos sociétés qui permettent très justement de s'accoutumer, de réfléchir et de s'imprégner des mémoires des luttes passées est complètement aboli. Et on est dans une sorte de court-circuit permanent. Court-circuit permanent où on est en réaction, dans l'indignation immédiate sur le fait du moment, sans capacité du coup de résistance aux manipulations que l'on va tenter de nous infliger, que ce soit par les médias traditionnels ou les opérations que l'on connaît, ou depuis quelques années par les opérations d'astroturfing et compagnie, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est-à-dire des agences de communication, des trolls qu'on paye, et ainsi de suite. On l'a vu avec le fonds Chiappa il y a quelques semaines. Ne pensez pas que c'est une exception. C'est une pratique courante et généralisée. Le fait de payer des personnes, c'est d'ailleurs le principe du journalisme aujourd'hui en France. Payer des personnes pour relayer des informations plus ou moins orientées, pour servir vos intérêts et nuire à ceux qui vous opposent. C'est la fonction actuelle, et l'information est peut-être l'espace le plus corruptible possible, en espace démocratique en particulier. Pourquoi ? Parce que l'accès aux ressources de l'État, l'accès à l'argent, dépend de l'élection en système démocratique. Tout ce que vous travaillez au quotidien, tout ce que vous produisez comme richesse au quotidien en tant que peuple, va se voir partiellement capté et réorienté vers Paris, la capitale. Donc vous imaginez la masse extraordinaire de dizaines de millions de travailleurs qui, chaque année, envoient une partie conséquente de ce qu'ils produisent comme richesse à Paris, à Bercy, dans un bâtiment. Vous voyez, c'est plus des sacs d'or, mais c'est l'équivalent, c'est des flux permanents. Imaginez-vous l'ampleur de la chose, avant d'être redistribués selon les orientations qui auront été prises par le gouvernement et par le Parlement. Donc, si vous êtes un peu rapace, si vous êtes un peu avide et que vous avez un peu de moyens, c'est là-bas qu'il faut aller. C'est dans ce petit Paris qu'il faut commencer à placer ses pions, monter ses opérations de déstabilisation, d'influence, et ainsi de suite, pour s'assurer que vous allez être en mesure de capter, de détourner une partie de ces richesses, de corrompre ceux qui vont décider de la distribution de ces richesses,
pour les orienter enfin dans vos poches et accaparer et devenir milliardaires comme le sont devenus une grande partie de nos oligarques, ou tout simplement en vivre comme serviteurs de ces gens-là. Vous voyez, et c'est là où vous avez à Paris évidemment l'hypercaste, donc les quelques personnes qui sont au sommet de la pyramide, mais après vous avez une pyramide avec les directeurs des rédactions, puis après les rédacteurs en chef, puis après les journalistes des rédactions traditionnelles, puis après les pigistes, et ainsi dans tous les secteurs, des personnes qui dépendent pour avoir accès aux beautés de Paris, ou en tout cas un modus vivendi qui leur convienne, une forme de confort matériel, de leur capacité à se compromettre avec ces appareils de pouvoir. Donc, dans cette situation-là, on est sur une position qui est compliquée, qui consiste à dire, ok, comment est-ce qu'on s'émancipe de ce fonctionnement? Comment est-ce qu'on s'émancipe de ce fonctionnement et comment est-ce qu'on s'assure, comment est-ce qu'on arrive à essayer d'avoir un jugement politique qui soit effectif et efficace, sans se laisser complètement détourner, corrompre et évidemment manipuler par ces sources d'information, et comment est-ce qu'on arrive à transmettre par l'éducation populaire le savoir sur le fonctionnement réel de ces instances pour s'assurer que des personnes ne se laissent pas instrumentaliser et qu'on se retrouve dans une situation comme celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui. L'une des solutions, j'y ai beaucoup réfléchi, c'est tout simplement ce texte qui tente de l'apporter, ce manuel insurrectionnel, et qui consiste tout simplement à essayer de réfléchir aux modalités de reprise de souveraineté. Ah, ils sont venus ici. Est-ce qu'on les laisse s'agiter? Comment est-ce qu'on fait? Ouais. On va leur laisser 5 minutes peut-être. Ouais, ils vont pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'ils permettent de démontrer qu'une bascule au sein du pouvoir pourrait intervenir à partir d'actions qui sont localisées. Notre idée, c'est la suivante. Ok, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait provoquer d'une façon ou d'une autre une révolution. D'accord, c'est une conclusion à laquelle on a essayé de diffuser à travers Crépuscule puis Abattre l'ennemi dans les conférences. Je pense que c'est une conclusion à laquelle on commence tous à arriver, y compris pour les derniers venus à travers la mobilisation sur la réforme des retraites, où on se rend compte que ce qui s'est passé avec la taxe carburant qui a fait naître les Gilets jaunes va se répéter. Et la réforme des retraites, c'est exactement la taxe carburant, c'est-à-dire essayer de capter des ressources sur l'ensemble de la population pour financer les profits et les ressources des classes dominantes. D'accord ? On fait une transposition, une translation comme ça des revenus. Donc la taxe carburant, c'était on augmente un peu les taxations sur la consommation quotidienne de carburant, ce qui touchait évidemment tous ceux qui ont une voiture, mais indirectement tous ceux qui consomment, parce qu'il faut transporter les marchandises, ainsi de suite, donc l'ensemble du peuple, pour financer le CICE. Je ne sais pas si vous vous souvenez du CICE, c'était cette exemption pour les plus favorisés, pour les actionnaires. Ça, c'est la première étape. La réforme des retraites, c'est la même chose. On pouvait tous travailler dans l'idée de rembourser une partie des dettes que l'on a créées, mais surtout la transition énergétique qui va venir et le fait qu'il va falloir basculer d'un modèle énergétique à un autre. On passe des hydrocarbures et du charbon à l'électrique, au tout électrique et à ce qu'on appelle les renouvelables et le nucléaire. Et ça va demander des milliards. Et évidemment, les classes dominantes ne veulent pas financer cette transition. Elles ne veulent pas que ce soit elles qui, après s'être gavées, avoir pillé pendant des décennies, aient à distribuer une partie de leurs ressources pour nous permettre de sortir de l'ère du carbone. Et donc, elles vont inventer toute une série de mécanismes de captation de nos ressources, de l'argent que l'on fabrique au quotidien, des activités que l'on produit, à travers notamment des réformes comme celle de la réforme des retraites. Cette réforme des retraites, ce n'est que la première. Et elle annonce en fait une série d'autres mesures qui, après la supposée abondance qui a été mise en œuvre pendant les années 2020-2022, pendant la crise sanitaire, elle va amener en fait à une bascule progressive qui va accroître notre exploitation et qui va nous mettre dans une position assez difficile parce qu'on est à un moment de la mondialisation, et après ce propos général, on va rentrer dans le dur du sujet, on est à un moment où la France, à force de rentrer dans des systèmes de pillage et de corruption, se retrouve un peu dans une situation où la déstructuration de son territoire, par la perte de services publics, d'infrastructures et ainsi de suite, fait qu'elle est en train de basculer dans un deuxième monde. On faisait partie du premier monde dans la mondialisation, des personnes riches et des États et entreprises riches qui pouvaient, grâce à ces richesses, assurer l'exploitation du reste des populations, notamment du tiers-monde. Et on est en train de se retrouver dans une situation coincée entre des empires émergents et des empires déclinants, et ce tiers-monde exploité, duquel on se rapproche progressivement. En gros, les ouvriers du sud-est asiatique
qui assurent encore une forme de relatif confort, y compris aux plus précarisés dans ce pays, qui nous permettent de continuer à nous habiller à bas coût et ainsi de suite, ils commencent à nous voir se rapprocher d'eux, à mesure qu'une classe moyenne émerge de leur côté, un appareil productif de plus en plus performant, et que le nôtre, à l'inverse, du fait de la captation des ressources par ces élites, commence à s'étendre. Donc on est dans une situation de bascule potentielle où l'enjeu, il est civilisationnel quelque part, c'est de ne pas devenir des esclaves de la nouvelle phase de la mondialisation. Vous voyez, avec l'explosion des empires précédents et l'émergence des empires qui viennent, notamment asiatiques, est-ce que l'on va se retrouver dans une situation où ce sera nous qui serons exploités pour fabriquer des ressources à leur égard? Et la seule façon d'échapper à ça, c'est évidemment de reconstruire une forme de souveraineté, une forme de prise sur la production économique et institutionnelle, et donc évidemment une révolution d'une certaine façon, puisque l'alternative, c'est pas Bernard Arnault, Xavier Niel, Lagardère et compagnie qui vont nous fabriquer le monde de demain. Vous avez bien vu Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche du monde, propriétaire de LVMH, c'est quelqu'un qui habille les plus riches. Donc en fait, il aide les riches qui ne savent plus comment dépenser leur argent à le dépenser dans des sacs des vêtements qui sont fabriqués en France, mais aussi à l'étranger de plus en plus. Il n'a pas de génie créatif, d'autant plus que sa base industrielle, elle vient de quoi? De la captation d'un appareil qui, lui, était pluriséculaire, qui remonte en fait à Louis XIV et à la construction de toutes les industries du luxe autour de la royauté, qui s'était formalisé dans le 19e et le 20e siècle dans des entreprises textiles, notamment dans le Nord, dans le Jura et ainsi de suite, qui avait donné le groupe Boussac, qui avait été privatisé par Laurent Fabius pour l'offrir à Bernard Arnault, qui était alors un petit héritier de Roubaix, qui a démantelé cet empire, qui en a offert une grande partie à son propre clan. On a retiré des subventions extraordinaires, a réussi avec Dior, avec Le Bon Marché, avec quelques marques qu'il a préservées, à gagner une fortune, et il a détruit des dizaines de milliers d'emplois et tout un tissu industriel qui permettait de nous habiller avec des habits qui étaient fabriqués chez nous. Vous voyez, et il n'en a gardé que l'hyperluxe qui lui permet d'habiller les nouveaux riches chinois, russes et compagnie, en profitant de cette explosion des inégalités et de ces nouvelles ressources qui sont permises par la mondialisation et cette captation par les élites. Donc, on est dans une situation où ces gens-là ne sont pas des créateurs, ce n'est pas des capitaines d'industrie, ce n'est pas des personnes qui vont inventer de nouveaux modèles industriels, qui vont permettre à la France d'à nouveau rayonner, de créer des emplois et quelque part de passer vers le nouveau siècle. On est sur une situation où surtout ces personnes dépendent de leur capacité à corrompre l'État pour continuer à obtenir des ressources, et donc c'est pour ça qu'ils achètent les médias à côté de leurs activités industrielles. Et donc on est entre les mains en quelque sorte de clans qui ont besoin de ressources toujours croissantes pour rester au pouvoir, parce que leurs recettes fonctionnent de moins en moins. Leur capacité à nous faire croire que tel ou tel parti politique, tel ou tel homme politique va demain changer nos vies, réussir à faire respecter nos droits, à réussir à nous permettre d'accroître notre confort et ainsi de suite, fonctionne de moins en moins, et donc à chaque fois ils doivent investir plus pour essayer de maintenir, voire de faire accroître cette croyance, et s'assurer que du coup, in fine, ils puissent rester au pouvoir et obtenir des recettes de ce pouvoir. Donc dans cette situation de tension croissante, où l'on voit que la crise sanitaire, paradoxalement, les a déstabilisés. On voit, parce que comment est-ce que vous allez justifier une réforme des retraites en disant qu'il faut gagner 10 milliards d'euros, économiser 10 milliards d'euros, alors que vous en avez dépensé plus de 100 un an avant, un peu en pure perte, en les distribuant n'importe comment, sans contrôle, principalement pour les plus favorisés, pour des raisons qui ne se justifiaient pas. Donc leur discours ne prend pas, et donc ils essayent de fabriquer de nouveaux discours, mais fabriquer de nouveaux discours, ça coûte de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il faut acheter ou corrompre des journalistes, former des intellectuels qui vont essayer de vous inventer de nouveaux prétextes, de nouvelles théories qui vont justifier du fait qu'on accroisse la captation, la pression fiscale et taxative sur vous, qui à leur tour sera captée justement par ces élites dirigeantes. Donc ils sont à un moment de fragilité. Et la réforme des retraites, en fait, la mobilisation contre la réforme des retraites a réussi à provoquer une cristallisation, une déstabilisation, y compris dans l'espace médiatique. Vous l'avez vu avec la façon dont on commençait à hésiter, y compris chez les Salamés, qui peuvent assez extraordinaire. On commençait à interroger Michael Zemmour en disant mais attendez, mais ils ont menti, mais comment ça, etc. Un truc qui est complètement inimaginable en temps normal, vous voyez, parce qu'eux-mêmes, en fait, n'arrivent plus à jouer leur rôle de serviteur du système en y croyant avec un minimum de mauvaise foi, et donc ils se retrouvent dans une situation où ils se disent est-ce que je suis vraiment à ma place, est-ce qu'ils n'arrivent pas à croire. La fabrique, c'est ce que je raconte un peu dans Coup d'État. Pourquoi est-ce que vous pensez que tous les pouvoirs mettent tellement d'argent dans la construction de cours au sens d'aristocrates qui les entourent, de penseurs, d'artistes et ainsi de suite? C'est parce qu'ils doivent fabriquer de la croyance
à commencer par chez ceux qui les servent, pour que ceux qui les servent aient l'impression qu'ils participent au bien commun et non pas juste qu'ils sont en train de piller des millions d'autres personnes ou de maltraiter des millions d'autres personnes pour en favoriser quelques-unes. Donc il faut embellir leur laideur. Il faut masquer cette laideur, il faut construire en fait quelque chose qui va donner une apparence d'esthétique et de beau, qui du coup va faire croire au bien. Parce qu'on a un réflexe archaïque, probablement animal, qui consiste à mettre sur le même niveau le beau et le bien, et donc croire que l'un amène à l'autre, et donc quand on est sous les dorures, etc., on est impressionné, on se dit, bon, bah, peut-être que ça avait une forme de légitimité, peut-être que j'ai trimé toute ma vie, mais que finalement, ça valait la peine. Et les moments révolutionnaires, c'est les moments où cette croyance s'inverse, et où en fait, votre désir consiste à quoi? Consiste à saccager ces lieux-là, parce que vous vous rendez compte qu'ils ont été ce qui vous a trompé, et ce qui vous a amené à vous soumettre à un ordre qui a détruit vos vies, et qui vous a heurté. Et lorsqu'un ordre n'arrive plus à créer du bonheur, à créer du lien, lorsqu'il crée de la solitude, qui elle-même, à mon sens, est très probablement à l'origine de mouvements comme celui qu'on vient de voir. C'est la solitude, la perte de lien, la capacité à aimer et désirer qui s'effondre, notamment dans les jeunes générations, qui suscite en fait une transformation de ce sentiment en colère, voire en violence, pour essayer de trouver une purgation et une libération de ce sentiment mauvais qui nous habite. Évidemment, on essaye d'habiller la misère dans laquelle on vit en essayant de se situer du côté du juste et du bien le plus facilement possible, le plus rapidement possible, parce que notre misère et notre souffrance ne nous permettent plus d'avoir la disponibilité pour élaborer, pour prendre le temps de lire, de découvrir. Vous êtes dans l'urgence quand vous êtes dans la misère ou dans la précarité. Vous êtes dans une forme de violence qui s'impose à vous, contre laquelle vous ne savez pas comment lutter, et qui vous empêche l'élaboration et qui vous exige en fait l'action. Et je pense que c'est quelque chose qui est en train de toucher la société de façon assez large, qui amène des mouvements disruptifs dans tous les sens, positifs et négatifs, mais qui alimente in fine une forme d'énergie révolutionnaire. Et donc l'idée, dans ce texte, après avoir analysé les dispositions favorables et défavorables de la révolution, du coup d'État et de l'élection. Je me dis pour chacun, qu'est-ce qui vaut la peine, qu'est-ce qui ne vaut pas la peine, qu'est-ce qu'on en tire, qu'est-ce qu'on n'en tire pas. Donc je vous règle rapidement la situation, on écarte rapidement la question de l'élection. On considère, pour des raisons sur lesquelles on ne va pas revenir, que justement, dès lors que le contrôle sur l'information, que ce soit à travers les algorithmes ou à travers la production de contenu, est devenu tel et nous échappe à tel point qu'on est obligé de se soumettre quelque part au prédicat de ces appareils de pouvoir pour avoir une chance d'avancer dans l'élection, on considère que c'est foutu. C'est fini, et on voit bien, à mon sens, une forme d'aporie dans les formes électives, y compris progressistes chez la France Insoumise et ainsi de suite, et malgré les apparences, une régression. On pense qu'on arrive à habiller en succès des échecs, c'est-à-dire qu'en 2017, Mélenchon passe au second tour, Mélenchon était élu. Il aurait gagné contre Macron, tous les sondages l'indiquaient, il n'y avait aucune, contre Le Pen, il n'y avait aucune difficulté. Mélenchon serait passé au second tour en 2022, tous les sondages le donnaient perdant contre Emmanuel Macron et contre Marine Le Pen, et avec un écart tel qu'il semblerait très difficile de pouvoir le résorber. Donc, évidemment, on a réussi à habiller ça avec la NUPES, avec toute une sorte de... Mais on voit bien qu'il y a même pendant la réforme des retraites, une difficulté à capitaliser dessus, et les élections législatives, sans rentrer dans la petite politique officielle, mais même les élections législatives là, de dimanche, il y en a eu d'autres après la défaite de Bénédicte-Taurine, elles ont écrasé le candidat, par exemple, l'UPES en Amérique du Sud, à plus de 70-30%, avec une baisse en fait, des résultats par rapport au PEU. Donc, on essaie d'expliquer dans ce texte pourquoi en fait, la stratégie élective elle est structurellement impossible à mener à bien. Donc, soit de droite, de gauche, si on est dans un rapport de sincérité, de souveraineté, de rapport de souveraineté au pouvoir, à notre pays, pardon, ça ne marchera pas. On réfléchit au coup d'État. Alors on se dit, bon, avantages, inconvénients, c'est vrai qu'il y a quelques inconvénients au coup d'État. Et on réfléchit enfin à la révolution, et surtout à la révolution combinée au coup d'État. Parce qu'on pourrait penser que les Gilets jaunes, quelque part, c'était une forme révolutionnaire qui n'a pas abouti. Et qui n'a pas abouti pourquoi? Parce qu'elle n'a pas réussi à provoquer un coup d'État. C'est-à-dire un renversement de l'appareil du pouvoir auquel elle était confrontée. Je raconte souvent cette anecdote de l'acte 3, où on est rue du Faubourg Saint-Honoré, à quelques pas de l'Élysée, et il y a suffisamment de monde pour avancer, et surtout les gendarmes reculent, parce qu'ils n'ont pas d'instruction, ils ne savent pas quoi faire. Et c'est les Gilets jaunes qui s'arrêtent. C'est les Gilets jaunes qui s'arrêtent parce que, pourquoi en fait? Pour qu'on rentre dans l'Élysée et après. Pour saccager, mais on n'a pas l'énergie encore révolutionnaire suffisante pour le faire. Qu'est-ce qu'on construit comme alternative derrière? On n'en a pas vraiment de constitué encore à ce stade, et ainsi de suite. Ça va très vite, hein. 3 semaines plus tard, le 5 janvier 2019, là on rentre au Fenwick chez Benjamin Griveaux. Et on a moins de complexe. Et il y a Christophe Détinger qui fait reculer un gendarme à main nue
qui est pourtant armé, ainsi de suite. Donc très rapidement, il y a une maturation, parce qu'en fait, en quelques semaines, un peuple, quand il se politise, ça va très vite. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre l'acte 3 et ce 5 janvier? Il y a eu la diffusion des discours sur le référendum d'initiative citoyenne, sur les mandats impératifs et revocatoires. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un point commun à tous ceux qui étaient mobilisés dans ce mouvement, quelle que soit leur origine idéologique, qui était vouloir rendre le pouvoir au peuple et pouvoir décider par soi-même. Et ensuite, on s'engueulera. Ensuite, on se divisera et on se dira, voilà, sur tel et tel sujet, on veut qu'on aille dans cette direction, dans tel autre, ainsi de suite. Mais d'abord, le fondement, l'essence, que ce soit sur les services publics, sur la capacité à décider par nous-mêmes, sur le contrôle à nouveau de la production d'informations, ça, il faut... Parce que sinon, tout débat, il est vain, parce qu'il est instrumentalisé de façon directe ou indirecte. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des anciennes à chaque fois dans la presse sur des sujets qui sont complètement éculés, et qu'on n'arrive à aucun moment à peser dessus, sauf justement dans des moments révolutionnaires. Voilà. Donc, à partir de là, on réfléchit à tout simplement comment on provoque cette bascule. Et comment, lorsque l'on se retrouvera une nouvelle fois dans une situation de cristallisation où 85% de l'opinion défendait les Gilets jaunes à l'acte 1 et l'acte 2. Il faut se souvenir de ça. Jamais un mouvement social n'avait atteint ce niveau d'approbation. La réforme des retraites commence à s'en approcher. Ce qui veut dire qu'en quelques années, on a une situation politique qui réengendre de façon régulière des mouvements capables de créer des quasi-unanimités, parce que quand vous êtes à 85%, ce qui vous manque, c'est des grands bourgeois. Hein. C'est les 15% de gens qui, en fait, sont directement dépendants du pouvoir. Et donc, c'est pas grave. C'est pas très grave si eux ne participent pas à la révolution ou ne sont pas d'accord. Parce que de toute façon, en effet, ils sont directement plus ou moins ciblés par cette révolution. Et je pense qu'à 87%, on peut se contenter de ce qu'on a. Et donc, la question, c'est, OK, comment est-ce qu'on transforme ça en action politique? Et bien, c'est tout simple, en fait. On attaque le pouvoir. On frappe. Et comment est-ce qu'on frappe? Eh bien, en listant les lieux qui sont des points de vulnérabilité du pouvoir, non plus en essayant de se concentrer sur les Champs-Élysées à Paris, c'est-à-dire en se disant, ou non plus en cherchant à faire masse de façon à se faire nasser, justement, matraquer, tirer, comme des poulets sans tête. On essaye, d'une part, de continuer à alimenter les grands mouvements de masse, en effet, c'est important, parce que c'est ce qui permet de démobiliser une partie de l'appareil répressif et de l'orienter sur ces espaces-là. C'est pas grand-chose un appareil répressif. Hein. 15 000 policiers et gendarmes, c'est tout ce qu'ils ont su mobiliser alors qu'il y avait 1 à 3 millions de personnes dans la rue. Si jamais on avait eu une véritable volonté de bascule, vous imaginez la facilité? Même armée, 15 000 personnes contre 1 à 3 millions. En termes de rapport de force, c'est trop écrasant. Et il suffit d'avoir un minimum de formation tactique et stratégique au mode de mobilisation pour réussir à les déstabiliser très rapidement. C'est sûr que si on suit un cortège syndical qui va à Paris de Bastille à Nation, ou de République à Nation, donc en s'éloignant des lieux de pouvoir, on ne va pas leur faire peur, et sur deux, on ne va pas les désorganiser. Mais si on commence à s'organiser, et c'est le propre de cet ouvrage, c'est donner des instruments de cet ordre-là, de façon groupusculaire. C'est-à-dire sans avoir à dépendre des grands appels, des grandes organisations, des partis politiques à l'échelle nationale et compagnie. Si on commence à se préparer par petits groupes, de 6 à 8, chacun sur un petit territoire, qu'on commence à identifier les lieux sur lesquels éventuellement on pourrait se porter pour le moment venu provoquer une déstabilisation en chaîne qui produise un effondrement de ce pouvoir. Si on commence à côté de ça à réfléchir à quelle serait notre fonction, à la fois dans un processus révolutionnaire, qu'est-ce qu'on aimerait faire, mais surtout dans la société de l'après. Quels sont les rêves que l'on ne nous a pas permis de mettre en œuvre? Quelles sont les aspirations que l'on souhaiterait pour nous, ceux qui nous ressemblent, pour nos enfants, dans une société idéale? Et ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait changer au sein de cette société pour permettre à ce que ces aspirations soient effectivées? Quel type de sacrifice on devrait demander à la société, et en échange, quel type de sacrifice on devrait nous mettre en œuvre pour équilibrer les choses et pour ne pas se retrouver dans un pur rapport où j'ai envie de devenir médecin, donc je deviens médecin, et selon que tout le monde se débrouille avec ça. Mais qu'est-ce qui fait que moi qui étais mécanicien qui veux devenir médecin, moi qui étais médecin qui veux devenir jardinier, qu'est-ce que je dois créer au sein de la société comme instrument qui me permettent de sortir de l'ornière dans laquelle je suis et qui me permettent à nouveau de me relier à l'autre, de retrouver une place, une fonction au sein de tout ce pays, ce qui a été évidemment, à mon sens, un des carburants des Gilets jaunes, où une grande partie des personnes qui sont mobilisées étaient des personnes qui avaient perdu le sens et la fonction, le sens de leur fonction au sein de cette société. Ils ne savaient plus ce à quoi ils servaient. Ce qui a produit chez Emmanuel Macron ce truc mimétique qui consiste à dire ceux qui ne sont rien. Vous voyez pourquoi? Parce que celui qui n'est rien et celui qui se sent comme n'étant rien, et se sont insultés du coup par ces paroles de Macron, c'est celui qui ne sait plus à quoi il sert au sein d'une collectivité, et qui du coup est privé du lien avec l'autre,
et qui se retrouvent dans une situation d'impuissance, de frustration, d'absence de désir, d'absence de vitalité et d'effondrement. Et les Gilets jaunes, tout d'un coup, c'est un petit miracle qui, à mon avis, a sauvé beaucoup de personnes, parce qu'il vous permet de recollectiviser, de vous rendre compte qu'en fait, il y a des millions de personnes qui se sentent de la même façon que vous, et que donc c'est pas votre faute, c'est un problème d'organisation de la société, et qu'il faut repartir de la base, des ronds-points, pour refaire société, et réavancer, se réinsérer, et reconstruire des structures qui nous permettent de nous accueillir tous. Donc ça doit être l'objectif du processus révolutionnaire. La question, encore une fois, c'est quel rôle chacun peut jouer dans ce processus révolutionnaire. Et alors, Marion Mazurik parlait de ce manuel de guérilla du Che Guevara qu'elle a réédité il y a peu. C'est très important de lire ces expériences-là, non pas parce qu'on s'apprête à faire une guérilla à la cubaine, avec des carabines et compagnie, mais parce qu'il y a toute une réflexion qui naît de son expérience à lui, par exemple, en parlant de maturité, d'historicité dans laquelle on s'inscrit, sur l'organisation d'un groupement qui soit révolutionnaire, contestataire, ou qu'importe. Et lui, il le dit, les arrière-gardes sont encore plus importantes que l'avant-garde. Parce que l'avant-garde, il y a toujours un rapport de sacrifice et de bonheur au sacrifice quelque part, de joie dans l'idée de se dire « je vais devenir un héros » ou « j'ai participé à quelque chose de grand ». Et c'est plus difficile de se dire « de ma petite place, discrètement, je vais permettre à ces gens-là de devenir des héros », mais surtout, à travers leur héroïsme, de produire des effets politiques. Donc, il n'y a pas de nécessité de se mettre dans une position sacrificielle en se disant « je vais me retrouver en première ligne, je vais commettre tel ou tel acte qui va me faire passer 30 ans en prison ». On commence d'abord par se dire comment je peux aider ceux qui vont prendre ce risque-là. Comment je vais réussir à les protéger? Qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Soit en relayant leurs propos, soit en les accompagnant, soit en les orientant, soit en les hébergeant. Qu'est-ce que je peux faire d'abord pour protéger celui qui est prêt à prendre ce risque? Première étape. Deuxième étape, jusqu'où je suis prêt à aller, selon ma condition sociale, familiale, selon le niveau de précarité ou protection à laquelle je suis confronté, quels gestes je peux mettre en œuvre pour participer à un moment donné, dans un moment de coagulation, à une bascule révolutionnaire. Troisième chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc ça, c'est la troisième partie de cet ouvrage, c'est les lieux qu'il faut cibler. Et à travers cet ouvrage, ce que j'essaye de vous partager, en donnant les coordonnées exactes de lieux de vulnérabilité de ce pouvoir sur l'ensemble du territoire, c'est que il est à portée de votre main. Vous n'avez pas besoin de vous retrouver devant la préfecture, devant le ministère, et d'essayer de rentrer au Fenwick dedans. Ça, c'est l'aboutissement. C'est une fois que les conditions de cette subversion interviendra, là, il faudra faire ce geste-là. Mais en amont, il faut aller chercher tous les points de fragilité non protégés, et vous allez voir, il y a une sorte de litanie d'endroits auxquels vous n'auriez peut-être pas pensé. Il y en a auxquels je n'ai pas pensé, mais il y a plusieurs centaines d'endroits qui vont des plages au nord de Bordeaux jusqu'au fin fond de la Corrèze, en passant par au port du Havre, sur une petite route qui donne accès à une infrastructure critique, et ainsi de suite, qui peuvent en fait, en quelques actions, organiser à quelques personnes, 6 à 8 personnes sur chaque point peut-être, amener par exemple à ce que l'on cesse d'approvisionner électriquement ou de toute autre façon les lieux de pouvoir. Tout un quartier où se concentrent la plupart des ministères et ainsi de suite, pour vous donner un exemple. Et en fait, ça c'est un savoir que les syndicats ont détenu depuis des années, depuis des décennies. La CGT Énergie, elle sait parfaitement sur quel bouton appuyer, d'ailleurs elle l'a démontré de façon occasionnelle et ponctuelle, mais elle ne le fait pas dans une stratégie révolutionnaire. Elle le fait dans une stratégie de rapport de force pour obtenir des réformes, pour obtenir un renforcement de sa position de pouvoir, mais pas pour rentrer dans une refonte du système. Et d'ailleurs, l'abandon cruel des syndicats à notre égard pendant les Gilets jaunes n'a pas été oublié et ne le sera jamais. Donc, on est sur une question, à travers cet ouvrage, de sortie de la dépendance des appareils de pouvoir institués, qui tous dépendent directement ou indirectement du système existant. Même si, évidemment, au sein de la CGT, il y a plein de gens qui sont sincèrement révolutionnaires et ainsi de suite. Dans la structure même d'un parti politique ou d'un syndicat, il y a un rapport à l'État. Parce que vous dépendez financièrement de l'État à travers le nombre d'élections d'électeurs que vous allez avoir, parce qu'il y a des instances représentatives, parce qu'en fait, il y a tout un système qui vous amène à devenir naturellement le partenaire des forces avec lesquelles vous êtes censé vous battre. C'est normal, c'est naturel, on ne leur reproche pas, mais ce qu'on essaye de tracer, c'est un destin et un devenir à côté, et surtout de piller leur savoir, de piller ce savoir accumulé qui ne mobilise que ponctuellement, pour pouvoir nous le réapproprier. Et pour pouvoir nous-mêmes, à un moment donné, appuyer sur le bouton, et de façon coordonnée, de préférence, de façon à provoquer cette bascule. L'enjeu, à travers cette organisation que je propose, qui est groupusculaire, il y en a plusieurs. D'abord, ne pas dépendre de structures générales. Dans un moment de répression si systématique et violent, il faut faire très attention à ne pas s'exposer en affichant trop clairement sa volonté de rentrer sur ces chemins-là pour provoquer les bascules dont on parle. Parce que vous serez immédiatement fiché, identifié, et c'est le seul problème du mouvement des Gilets jaunes, puisqu'il n'est pas arrivé au bout, on s'est tous fait cramer.
C'est-à-dire à l'échelle locale, je ne parle pas des grandes figures à l'échelle nationale et compagnie, sur le territoire, je peux vous assurer que les renseignements territoriaux ont bien identifié chacun des militants qui avaient une influence particulière dans le moindre village, la moindre ville, et qui, du coup, le cas échéant, il faudra soit intimider, soit tenter d'affaiblir, comme c'est le cas de façon récurrente, et on défend beaucoup, mais le plus visible, ça a été Valérie Minet, celle qui a été arrêtée chez elle et placée en garde à vue pendant des heures et qui va être jugée, pour avoir fait un post Facebook qui annonçait que l'ordure allait parler le lendemain à 13h. Comme je dis, les gendarmes sont malins, ils ont tout de suite compris qui était l'ordure. C'est dire quel niveau de partage on est arrivé de notre sentiment à l'égard de cet individu, y compris au sein des instances étatiques. Mais si on se contente de s'indigner de la disproportion de la violence qu'elle a subie, la menace que ça représente d'un point de vue abstrait, on rate la réalité de cette affaire. C'est que Valérie Minet, elle est identifiée depuis les Gilets jaunes. C'est un des cœurs militants de la région de Saint-Omer, et c'est une personne qui, à un moment donné, dans un contexte qui était celui d'une mobilisation forte et potentiellement radicalisable comme celle des retraites, sur laquelle il fallait appuyer sur un bouton, et c'est le sous-préfet, c'est pour ça que c'est le sous-préfet qui a directement porté plainte contre elle, pour lui faire passer un message, pour l'intimider et pour la désocialiser. Par miracle, ça n'a pas marché, parce que c'était tellement gros qu'elle a réussi à inverser le stigmate. Mais ça arrive au quotidien. Ça arrive au quotidien et vous n'êtes pas informé de chacune de ces occurrences, qui parfois sont plus floues, qui parfois sont plus troubles, parfois peuvent créer un doute sur le fait que peut-être c'était légitime finalement que cette personne, qui certes est militante et ainsi de suite, peut-être qu'elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire. Christophe Détinger, moi je n'ai pas que défendu sur la cagnotte, je l'ai défendu y compris sur des affaires de conduite, vous voyez, où les gendarmes viennent le provoquer, viennent le chercher, viennent faire un contrôle routier pour le déstabiliser, pour l'atteindre, et évidemment derrière toutes les conséquences que ça peut avoir d'être régulièrement harcelé sur des effets du quotidien comme ça, qui n'ont rien de politique à première vue, et pour laquelle l'appareil d'État peut vous dire à tout moment « mais non mais c'est pas politique, hein, regardez objectivement les faits sont là », et sauf qu'évidemment c'est parce que c'est lui qu'on est allé chercher. Et donc cette désocialisation et cet effondrement que l'on arrive à compenser ponctuellement par des moments de solidarité, comme celui qu'on est en train de vivre en ce moment, parce que par votre présence, vous me permettez de continuer à exister. Vous me permettez, enfin, c'est dire, vous voyez à quoi ça se joue. Vous me permettez de ne pas être mort socialement. On aurait été la moitié, ça aurait été une toute autre affaire. Et derrière, je peux vous assurer qu'ils s'en seraient donnés à cœur joie. Ils s'en donnent déjà à cœur joie, il y a des publications, ainsi de suite. Donc ça se joue à pas grand-chose à chaque fois. Et ça se joue à une capacité à un moment donné à agglomérer et justement à recréer du lien de façon à éviter cette solitude dans laquelle ils essayent de nous enfoncer, alors même que c'est le source de notre combat, sortir de cette solitude qu'ils nous ont imposée et dont on souffre systémiquement par millions dans ce pays. Donc, face à cette situation-là, la question du ciblage et d'éviter le ciblage, d'où l'importance de s'organiser au niveau horizontal, à pas bruit, de se préparer, parce que c'est pas évident d'aller, je vous donne un exemple, d'aller couper un câble de haute tension, même s'il est identifié qu'il n'y a aucune façon de se protéger, il ne faut pas y aller à main nue, faut quand même... Il y a des tutoriels sur Internet, c'est pas un problème, n'importe qui peut y arriver, mais voilà. Donc ça peut prendre des mois. Mais si on commence à prendre au sérieux l'hypothèse révolutionnaire, si on commence à sincèrement penser qu'on est à un moment de bascule, que ce à quoi on est confronté est un problème systémique, et pas une défaillance ponctuelle que le Conseil constitutionnel aurait pu arranger et on serait tous rentrés chez nous heureux. Si on commence à comprendre qu'on est face à quelque chose qui ne va pas s'arrêter et qu'on va être obligé à un moment donné de rentrer dans un rapport de force et éventuellement de rapport de force et d'exposition face à l'appareil de pouvoir, il faut y aller de façon préparée, organisée, réfléchie et pensée. J'ai encore sorti il y a quelques semaines un gamin de 18 ans qui s'était fait arrêter après avoir balancé un pavé sur un CRS, près d'un CRS, n'a même pas touché un CRS, pendant une manifestation. Le sentiment de tristesse absolue à l'idée de savoir que ce gamin s'est pris 7 mois de prison avec sursis, donc rien formellement, mais à vie un stigmate. À vie une place sur casier judiciaire, une inscription sur casier judiciaire, avec tout ce que ça peut impliquer en termes de possibilités d'emploi et ainsi de suite. Et surtout, pourquoi ? Pour rien. Et ça, c'est une difficulté auquel on est confronté avec ces paramobilisations pendant la réforme des retraites, avec les poubelles qui brûlaient, et ainsi de suite. C'est-à-dire l'ineffectivité politique du geste. Le sacrifice potentiel pour rien. Ça, il faut absolument qu'on l'évite. Et pour l'éviter, justement, l'écriture de ce texte, qui a vocation à donner quelques pistes, qui n'est évidemment pas une bible sacrée, c'est un point de départ. Un point de départ où on commence à partir de la centaine de lieux qui sont exposés dans la troisième partie, qui est en fait vraiment le cœur de cet ouvrage, un point de départ pour vous aussi, pour
de façon rhizomatique, qu'on commençait à penser à d'autres lieux à votre tour. Vous voyez? Et donc du coup, d'abord, la réflexion sur le comment, ensuite, la réflexion sur le pourquoi, non au sens de pourquoi est-ce qu'on est indigné, pourquoi est-ce qu'on n'en peut plus, et ainsi de suite, mais pour espace, quoi? Pour aller où? Qu'est-ce qu'on veut construire? Et cette réflexion, elle doit être, pareil, horizontalisée. C'est très bien les grands programmes politiques, que ce soit de la France Insoumise ou d'autres partis, c'est des efforts qui sont extraordinairement importants et précieux, parce que par ailleurs, ça n'a pas été fait depuis 30 ans. Mais ça nous fait dépendre de représentants, ça nous fait dépendre d'initiatives institutionnelles, ça nous fait dépendre du système existant. Et donc, et par ailleurs, c'est verticalisant. Ça vient de là-haut, même si c'est avec des comités d'experts, des comités populaires, ainsi de suite, ça ne part pas de cette réflexion presque existentielle qui consiste à dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans mon ressenti, et aussi de légitimer ce ressenti. Vous avez le droit de penser politique à partir de ce que vous avez vécu. C'est même peut-être ce que vous avez de plus précieux comme point de départ. Commencez à réfléchir, qu'est-ce qui, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai vu et senti comme injustice dans ma vie, et qu'est-ce que j'ai identifié du coup comme chose à réparer, pas dans ce qu'on me raconte du monde. Parce qu'encore une fois, ce qu'on vous raconte du monde vient d'appareils de pouvoir, est produit par des appareils de pouvoir, ou en tout cas passe par des appareils de pouvoir et donc est transformé. Qu'est-ce que moi, dans mon existence, j'ai vu qui ne fonctionnait pas et qui doit changer? Et à partir de là, le partage de ce ressenti avec ceux qui sont avec vous, et peu à peu, la fécondation d'une réflexion sur comment est-ce qu'on peut éviter cette situation-là. Donc je pense que c'est la façon d'être le plus transgressif aujourd'hui, c'est d'en passer par ces façons de penser et par ces façons d'agir. Un dernier point, l'important c'est la joie de lutter aussi, en soi. La possibilité en fait de s'émanciper tout simplement par les rencontres que ça va nous permettre de produire. L'une des raisons de ces événements, c'est pas de venir écouter Juan Branco et sa parole sacrée qu'il a oubliée, etc. C'est de sentir qu'on est plusieurs, de sentir qu'on n'est pas seul, et éventuellement, avec un peu de chance, si ça se passe bien, de faire une ou deux rencontres qui elles-mêmes me permettront de faire une ou deux autres rencontres et de me reconfigurer, évidemment socialement, mais du coup derrière nécessairement politiquement. Parce que ces regards mutuels vont me permettre de grandir, d'accroître ma perception du monde, beaucoup plus qu'en lisant encore une fois la presse, ainsi de suite, et d'avancer à un nouveau stade qui éventuellement provoquera cette bascule. Les Gilets jaunes ont démontré la capacité que ça donne politiquement parlant de se voir, de se parler, elle est immense. Et elle donne un courage qui nous permet d'atteindre des objectifs qui semblaient complètement inimaginables dans un premier temps. Mais pour avancer, il faut passer d'abord par la rupture de liens de dépendance et de croyance vis-à-vis des figures et des institutions qui jusqu'ici nous ont attachés d'une façon ou d'une autre. Toute notre vie, on a été travaillé pour croire en nous. Toute notre vie, on a été pris dans ce dilemme entre la laideur que l'on percevait, que l'on ressentait, et les souffrances que l'on subissait, et l'image, la fiction, le spectacle qui nous était donné, et qui avait pour vocation, en fait, de nous inscrire et de nous installer dans une forme d'acceptation de notre devenir. C'est pour ça d'ailleurs que ça va sembler très bizarre, mais après ce texte, il y en a un autre qui paraît en mai chez Le Diable Vauvert aussi, qui se traitera d'Hanouna. Alors on pourrait dire, le mec il passe de la révolution Hanouna, mais non, c'est au contraire, en fait, c'est comment déconstruire l'un des principaux facteurs d'endormissement d'une grande partie de la population française, et de la partie justement la plus en souffrance et la plus exploitée. Comment est-ce qu'en fait, à travers cette forme de fiction, de construction spectaculaire, on arrive à endormir, à dépolitiser, et du coup à nous désactiver politiquement. Et donc, l'idée, parce que après, chacun a sa fonction, vous voyez, moi, à un moment donné, quand je faisais ce discours par un Gilet jaune, je me dis, je me verrais bien en procureur de la République. Ça m'amuserait de les envoyer soit aux îles Kerguelen, soit dans les remblais de la place de la Concorde, pendant quelques années, le temps de calmer. Ça serait amusant avec un tribunal populaire, avec un défenseur des droits, ainsi de suite. Mais plus fondamentalement, évidemment, et on finira peut-être là-dessus, j'ai eu ce privilège un peu étrange qui m'a été offert par une société qui fonctionne encore lorsque vous êtes né du bon côté, qui consiste à avoir du temps pour lire, pour réfléchir et pour penser. Et je ne supporte pas les intellectuels qui utilisent ce privilège pour en rester dans leur monde, vous voyez, pour de là construire un discours qui ne se nourrisse que lui-même, de distinction progressive. L'idée, c'était comment est-ce que après Crépuscule, qui est un effort de dévoilement, après Abattre l'ennemi, qui est un travail d'organisation d'un programme révolutionnaire, c'est-à-dire on condensait toute la revendication des Gilets jaunes, on inventait même en fait une sorte de nouveau Paris, vous voyez, avec des ambassades régionales, avec un défenseur des droits, un défenseur du peuple, pardon, avec un guignol de la République, une sorte d'utopie comme ça qu'on construisait, mais aussi avec des instructions très précises sur comment reprendre le contrôle sur l'administration. Parce que ça sera un des défis si on rentre dans une période révolutionnaire. Comment vous assurer que l'appareil d'État, vous obéisse, et surtout obéisse aux bonnes personnes, qu'on ne se retrouve pas avec une nouvelle oligarchie ou un nouveau pouvoir autoritaire qui profitera
de ce moment-là pour se glisser et vous écraser. Donc il y avait cette réflexion avec Abat-Lemi, et à un moment je me disais, ok, il est gentil, le bourgeois germano-pratin du 6e arrondissement, a expliqué à tout le monde qu'il faut faire la révolution, que c'est scandaleux, que le monde est scandaleux, qu'est-ce que je pouvais faire pour être conséquent avec cette aspiration à une parole révolutionnaire et pour la rendre éventuellement effective. C'est cette prise de risque, c'est cet ouvrage qui évidemment pourra nous coûter cher et nous coûtera cher d'une façon ou d'une autre, encore une fois, directement, si les gens qui sont en face de nous ont de la noblesse, beaucoup plus probablement indirectement, de façon masquée, à travers des déstabilisations diverses et variées, parce que c'est comme ça qu'ils fabriquent aujourd'hui leur pouvoir. Et cette idée de rendre des instruments, c'est-à-dire d'utiliser les capacités analytiques que m'a donné ma formation en recherche, principalement, c'est ça que m'a donné, pour recompiler l'ensemble de ces informations, qui sont éparses, très distribuées, quasiment impossibles à saisir, et les mettre dans un lieu, un texte, mais c'est un lieu en fait, quelque part, ce livre, qui, de main en main, permettra, sur le territoire, et c'est un des miracles que l'on a vu avec le livre, qui est à sa 3e réimpression en 3 semaines, malgré le fait qu'on est nulle part à part entre nous, on voit qu'il est partout sur le territoire. C'est des petites librairies partout sur le territoire qui en commandent 1, 2, ainsi de suite, et c'est comme ça qu'on fait une révolution. C'est avec, partout sur le territoire, 1, 2, 3 personnes qui vont pouvoir en parler à 2, 3, 4 personnes, pas beaucoup plus, mais qui feront que les 15 000 polices et gendarmes, dont 12 000 dans la capitale ou 5 000 dans la capitale et le reste un peu éparpillé, n'auront pas de capacité, en fait, au moment venu, à réagir de façon coordonnée face à la déstabilisation que vous mettrez en œuvre. Voilà, donc c'est un peu une explication de notre geste, du pourquoi de celui-ci, et de l'importance, encore une fois, que vous soyez là, de l'importance aussi de sa circulation. C'est pour ça qu'on l'a mis en accès libre. On a même des QR codes qui circulent un peu, qu'on peut coller avec des stickers un peu partout, pour que justement des gens qui potentiellement n'ont pas le niveau d'intérêt pro-politique ou qui n'y croient plus du tout, enfin en gros qui n'oseraient pas ou ne voudraient pas venir ici, à un moment donné ils voient ça sur une station de métro, sur une station de tram, ils voient un manuel insurrectionnel avec un QR code, ils disent bon bah tiens marrant, je vais voir ce que c'est, et tout d'un coup ils tombent dans un autre monde qu'on a fabriqué ensemble depuis quelques années, mais qui à mon avis doit être un peu hallucinant à la façon de Matrix, parce que vous découvrez d'abord comment on fabrique l'information, puis après toute la corruption qui n'est jamais révélée par ces médias, puis ensuite la possibilité d'un autre monde. Je pense que quand vous tombez dans la première fois, c'est un peu brutal. Mais du coup, en plus, surtout si c'est avec un QR code collé sur une station de tram. Mais justement, on parie sur cet effet un peu d'entraînement, non pas pour vous promettre des grands soirs et des lendemains qui chantent à J+3, enfin, vous voyez, mais pour en fait nous donner, la possibilité d'espérer, et surtout la possibilité de jouer un rôle dans ce processus, de ne pas se dire on attend qu'il y ait un mouvement sur lesquels on n'a pas prise, que la CFDT nous dise que ça va être le premier mec, on va casser la baraque, mec attention, après on discutera, ou qu'il faut respecter un délai de... Qu'est-ce qu'ils ont dit encore sur un délai de carence avant un délai de décence, voilà, sur la réforme des retraites, parce que c'est un peu trop rapide d'être passé à autre chose, mais vous inquiétez pas, après ce délai de décence, ça ira. Non, voilà, ne plus dépendre de ces appareils de pouvoir qui sont profondément vermoulus, et se dire, voilà, moi, je commence à construire les outils de ma souveraineté, de mon émancipation, et le moment venu, je pourrai jouer mon rôle avec les personnes que j'aurais identifiées ou les gens que je rencontrerai, au moment où, entendant parler d'une action qui est à quelques kilomètres de moi, me fait penser à quelque chose que j'ai vu là, on va me dire, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller parce que s'il y a ça, plus un autre, peut-être qu'à ce moment-là, la combinaison de tout ça va provoquer une bascule. Voilà. Vous disiez sur le ciblage des gens. Donc en fait, moi je suis ici parce que ça fait presque 2 ans carrément que je me bats. J'ai porté plainte 2 fois en gendarmerie. J'ai constitué un dossier, j'ai vu un avocat, j'ai fait tout ce que je pouvais faire et en fait je m'en sors pas. Du coup, ce qui m'arrive, c'est que j'étais militante gilet jaune, tendance extrême gauche, anticapitaliste. J'ai partagé toute mon activité sur Facebook parce que j'étais un peu naïve et je savais pas trop ce que je faisais. Et en fait, j'étais sur Toulouse, j'ai emménagé à Montpellier l'année dernière et j'ai été piratée. On m'a désactivé mon pass sanitaire alors que j'étais aide-soignante, donc je ne pouvais plus travailler. Et j'ai des conséquences à tous les niveaux et je sens que c'est un haut niveau en fait. Vu que j'ai eu des modifications de mes mails au niveau de l'impôt.gouv, assurance maladie, ils ont eu tous mes papiers, ils ont eu tout en fait. Et très concrètement, je ne sais plus quoi faire.
parce que j'ai utilisé les appareils normaux, quoi, la justice, la police et tout ça. Et ça continue, et en fait je fais une formation en ligne sur internet. J'ai ma coupure qui est interrompue régulièrement, donc des coupures de connexion régulières en fait, où je ne peux plus travailler. Donc je me retrouve très isolée, comme vous dites, parce que ici je connais personne, j'ai pas d'amis, j'ai pas de groupe de militants, je suis pas affiliée à des syndicats, j'ai même appelé votre cabinet à Paris pour avoir des renseignements, savoir ce que je peux faire. Et du coup voilà, je suis là parce que pour pas être toute seule, parce que j'ai entendu que vous venez, mais très concrètement, une fois qu'on est ciblé et attaqué, parce que c'est ce qui m'arrive, quoi. J'ai redoublé, là je redouble ma formation, et du coup, comment on fait pour s'en sortir, en fait, c'est ma question, quoi. C'est bien d'entendre. Il y a 3 dimensions dans la question. La première, peut-être la sous-jacente et la plus fondamentale, c'est le rapport au lien. C'est comment est-ce qu'en fait, la lutte isole, et comment l'isolement fabrique une lutte, mais qui peut rapidement produire du désespoir lorsqu'elle ne trouve pas de réverbération au sein de ceux qui sont à nos côtés, et peut créer des traumatismes de tout ordre. Et comment en fait cette société aussi enfante des situations traumatiques qui ne sont pas forcément dissibles parce qu'elles semblent secondaires ou insignifiantes ou elles ne sont pas attribuables politiquement directement à quelque chose. C'est pas une convocation en gendarmerie, c'est pas quelque chose de... La deuxième dimension, c'est le fait de pouvoir s'appuyer sur le droit dans une société où on est clairement en opposition avec le socle du pouvoir auquel on est confronté. Et alors que le droit n'est qu'un instrument du politique, et donc un instrument du pouvoir. Dans toute société, le droit n'est qu'un instrument. Il n'y a pas... Et une des façons et un des objectifs de la construction de tous ces appareils de pouvoir hyper prestigieux, avec plein de dorures et compagnie, y compris le fait que les magistrats portent des hermines, vous voyez, qu'on soit dans des palais de justice magnifiques et compagnie, c'est de vous faire croire qu'il y a autre chose que ça dans le droit. Le droit, c'est juste un instrument. Il n'y a pas de... le fétichisme du droit, croire qu'en fait le droit va vous protéger lorsque vous êtes dans une situation de confrontation politique, c'est vous soumettre à cet appareil politique. C'est s'assurer qu'en fait on va créer un consentement au fait que vous soyez in fine écrasé et arrêté. Et l'état de droit était une solution que l'on avait cru pouvoir former pour éviter ça, c'est-à-dire l'édiction d'une série de règles qui ne soient pas soumises à la bonne volonté de tel ou tel pouvoir. Sauf que ça marche que quand il y a une forme de consensus minimal au sein de la société sur son fonctionnement. Et qu'en conséquence de quoi, vous n'allez pas vous retrouver dans une situation où il y aura une telle confrontation avec les plus puissants que ceux-ci vont vouloir tout simplement détourner cet instrument, cet état de droit, parce que quand c'est le cas, ils le font. Vous voyez, quand vous êtes dans une position aussi privilégiée et favorisée que les personnes qui nous dirigent aujourd'hui, vous imaginez bien que vous n'avez aucun intérêt à renoncer à ce pouvoir, même partiellement. Et l'inverse, en fait. Lorsque vous avez des instruments pour vous protéger de l'autre, y compris si vous êtes dans une situation profondément injuste, vous allez vous inventer tout ce qu'il faudra pour vous assurer que, en fait, vous n'avez pas un salaud, et que deux, il est légitime pour vous de rester au pouvoir. Et 3, du coup, vous allez chercher les moyens d'y rester, y compris détruire tout ce qui avait été construit ici pour protéger la société dans son ensemble. C'est la théorie de l'exception d'un penseur allemand qui consiste à dire, voilà, quand l'État a besoin de réimposer son autorité, il frappe. Il frappe, et tous les discours qu'on vous a tenus jusqu'alors sur l'importance des règles de droit, etc., ils s'affaissent parce que la réalité, c'est que le pouvoir, c'est le pouvoir, et qu'il n'a qu'un objectif, c'est de perdurer et de demeurer. Et évidemment, lorsque vous êtes dans une société avec un consensus suffisant, théoriquement, tout le monde peut aspirer au pouvoir, parce qu'on n'est pas des menaces les uns pour les autres. On est tous à peu près d'accord sur le cadre général, et donc il n'y a pas de violence dans les rapports politiques. Mais quand il commence à y avoir des dissensus et des désaccords fondamentaux sur ce qui devrait être fait, notamment en réaction à des crises comme les Gilets jaunes, comme la crise sanitaire, et ainsi de suite, là vous vous retrouvez tout simplement dans un retour de la violence et un retour de l'instrumentalisation de ce droit. Et la troisième sous-question, que sous-tendait votre intervention, à mon sens, c'est celle des dispositifs techniques. C'est comment se protéger. Là, dans ce texte, et encore une fois, ce n'est pas un discours de commercial que je vous envoie au texte, parce que vous pouvez y accéder librement, on essaye de recenser ce qui est à peu près sécurisé, ce qui l'est un peu moins, ce qui ne l'est pas du tout. Première étape. Deuxième étape,
savoir que si vous êtes engagé politiquement et identifié comme quelqu'un d'engagé et en position d'opposition au pouvoir, ce sera très difficile d'échapper à une quelconque forme de surveillance électronique, voire impossible. Surtout si vous n'arrivez pas à garder le contrôle physique sur votre téléphone, parce qu'il suffit en fait d'avoir 5 secondes avec un téléphone portable pour réussir à y insérer un logiciel de piratage qui permette de récupérer en direct tout ce que vous faites. Mais même sans ça, ça devient de plus en plus possible de pirater à distance vos dispositifs, et de plus en plus facile. Parce qu'une chose, c'est les moyens que ont la DGSE, la NSA, pour aller cibler le terroriste hyper dangereux à tel endroit, etc. Et ils vont être capables de dépenser des millions pour arriver à cette solution, mettre des en place. Vous imaginez bien que dans notre situation moyenne, on n'est pas confronté à ça. Sauf qu'en fait, ces solutions très haut de gamme, une fois que vous avez dépensé ces millions-là, vous avez la solution qui peut s'appliquer de façon beaucoup plus généralisée. Et en fait, très rapidement, du coup, les capacités de contrôle de la part des appareils de pouvoir à notre égard s'accroissent et deviennent de plus en plus difficiles à contrer. Et c'est pour ça qu'au-delà du recensement de ce qui est plus ou moins sûr et comment gérer, et ainsi de suite, il y a une réflexion plus générale sur l'idée de se dire la seule façon de se protéger, c'est de sortir des dispositifs de massification. C'est de s'organiser de façon très localisée, de façon à ce qu'en fait vous soyez sous le radar jusqu'au moment clé, de façon d'une part à ne pas exposer vos pairs, pas les mettre en difficulté parce que vous, ayant été ciblés, en fait tout ce que eux partagent avec vous se retrouve capté par ricochet, mais aussi tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens pour le coup de surveiller en permanence tout le monde. Il ne faut pas rentrer dans ce fantasme. Il y a deux fantasmes en général qu'on a sur des services de renseignement. Un, c'est sur leurs compétences. Et d'ailleurs sur les Pentagon Leaks, un des arguments qui ont été diffusés pendant plusieurs jours avant qu'on finisse par se rendre compte que c'était des documents vrais, tout simplement parce qu'ils ont arrêté la source et qu'ils ont paniqué quand ils ont vu qu'ils étaient publiés, c'était « Ah non, mais il y a des erreurs dans les documents, donc ça doit être des faux ». Mais non, mais les cocos, les gens qu'on a en face de nous, ils ont des médiocrités abyssales, et croissantes d'ailleurs. À mesure que leur pouvoir la base de leur pouvoir se rétrécit, qu'ils sont obligés d'en passer par des dispositions de pillage, de corruption, ainsi de suite, les gens qu'ils attirent sont toujours plus médiocres, parce que toujours plus intéressés, toujours moins liés à une quelconque forme d'intérêt général, et donc ils sont beaucoup plus bêtes que ce qu'on ne le pense, y compris au plus haut niveau. Premier point. Deuxième point, c'est l'omniscience. La toute-puissance et l'omniscience. Ils n'ont pas de capacité d'omniscience, et surtout sur le long terme. Ils peuvent cibler, essayer de tout récolter sur vous, si à un moment donné vous êtes identifié comme une menace. Ils ne peuvent pas le faire en permanence sur des jeunes. Vous voyez, ils n'ont pas cette énergie-là. Et typiquement, nous, avec Wikileaks, ce qu'on a découvert, donc en février 2017, Imad Pompeo, le directeur de la CIA, fait ce discours public où il nous met au niveau de Al-Qaïda comme menace. C'est sympa. Et il dit publiquement, voilà, on est une organisation de renseignement non-friendly foreign organization, donc non-amicale, c'est-à-dire ennemie en gros, et du coup, il met en place des moyens très spécifiques pour nous, et ces moyens, ça va être une vingtaine d'agents de la CIA qui vont se concentrer sur la 10 à 15 personnes qui sont autour de Julian Assange. Vingtaine en première file, avec évidemment derrière toute l'infrastructure de l'agence de renseignement la plus puissante du monde. Ça va leur permettre de faire des opérations ciblées. On va se retrouver un jour, on essaie de sortir Julian Assange de son ambassade, avec un vol et une arrestation, un vol de documents et une arrestation à Quito d'une des personnes qui travaille avec nous, donc en Équateur. En même temps, un cambriolage en Espagne. En même temps, à Londres, je me fais retenir à St. Pancras alors que j'essayais de passer la frontière pour venir en France après avoir rencontré Julian. Et enfin, la mise en place d'un dispositif autour de l'ambassade pour éventuellement soit l'arrêter, soit lui tirer dessus, parce que c'était l'une des options qui ont été envisagées, soit en somme rentrer dans l'ambassade pour le sortir préventivement, ce qui serait fait quelques mois plus tard. Mais ça a été ponctuel et surtout très tardif. C'est-à-dire que ça arrive en février 2017, alors que les premières révélations de Wikileaks datent de plus de 10 ans auparavant. Et les plus importantes révélations de Wikileaks datent de fin 2010-2011. Donc, pourquoi est-ce que ça arrive en 2017 ? Parce que Julian a la très précieuse idée de révéler l'ensemble de l'arsenal numérique de la CIA, donc tous leurs outils de hacking, de les rendre publics. Et pour ceux qui connaissent un peu l'informatique, dès le moment où vous rendez public des outils de hacking qui s'appuient sur des failles, des vulnérabilités qu'il y a dans les logiciels, évidemment tous les éditeurs de logiciels ils se disent « Ah zut, il y avait cette faille que je n'avais pas vue », les corrigent. Et du coup, tout l'arsenal numérique de la CIA a été désactivé comme ça. Ils n'arrivaient plus à pirater leurs sources, leurs cibles. Et donc là, la CIA s'est dit « Ok, too much, là on se le fait. Donc on va voir Donald Trump, on lui demande des moyens pour le mettre en œuvre. Et notre vie est devenue un enfer. Mais un enfer à des niveaux stratosphériques, vous n'imaginez même pas, on a eu droit à tout. Mais
c'est très ponctuel, c'est évidemment sur des cibles spécifiques et de haut niveau. Et ce que vous allez vivre à l'échelle locale, ça va être plutôt des opérations soit de déstabilisation, si à un moment donné vous êtes identifié comme tel, c'est-à-dire l'agent des renseignements territoriaux ou le gars du coin de la DGSI qui va essayer d'obtenir de Paris des moyens de piratage de vos dispositifs électroniques, ainsi de suite, une surveillance physique pendant quelques jours ou quelques semaines, en gros des instruments qui vont vous permettre de faire un état des lieux sur la situation, de faire un rapport, de remonter, et après de passer à une autre cible, parce qu'ils ne sont pas si nombreux que ça. Moi j'étais à DGSI plusieurs fois pour sortir des clients, parce que c'est aussi, ils font aussi de la police judiciaire, ils font du renseignement, mais ils arrêtent aussi des gens pour les déférer ensuite devant le procureur, devant le juge d'instruction. Donc c'est un bâtiment complètement sécurisé à Levallois-Perret, dans la banlieue de Paris. Ils vous envoient au moins 4, évidemment. Et une fois, j'ai demandé à l'agent de la DGSI qui m'accompagnait, il m'a dit, mais il y a quoi? Je lui ai demandé, mais il y a quoi au moins 5? Il m'a dit, il y a beaucoup d'eau. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Probablement qu'ils avaient des fuites, hein, d'ailleurs, ça doit être une sorte de blague, mais qu'importe. Mais enfin, vous voyez, ils envoient tout en bas, dans un truc en béton, avec je ne sais pas combien de sas et compagnie, et vous retrouvez évidemment une disposition d'intimidation assez importante. Mais la réalité est que le bâtiment lui-même vous dit la réalité du pouvoir de cette agence. C'est petit. C'est petit. Vous vous rendez compte qu'en fait, ces gens-là ne sont pas si nombreux que ça. La DGSI, dans mon souvenir, j'ai peur de vous dire une bêtise, vérifier après cette conférence, c'est 4000 agents. En tout cas, à Paris. Donc, en fait, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup non plus. Pour 65 millions de Français, avec aussi tous les espions qu'ils doivent contrôler au terme de la contre-ingérence et compagnie, ça devient en fait très difficile, et donc ça, il faut allouer ponctuellement des moyens. Pour vous donner un exemple, il y a à peu près 150 agents de la CIA en France, 50 officiellement, de façon assumée, et 100 sous couverture. Il y a 4 agents de la DGSI pour les surveiller. Ils n'arrivent même pas à mettre sous écoute le chef de station, c'est dire. Donc, vous voyez, ça vous permet aussi de relativiser l'oppression qui pourrait être mise en œuvre contre vous, de ne pas paranoïer, de ne pas psychoter, et surtout, encore une fois, avec des instruments comme celui-ci qui font qu'il y a 15 000, 20 000, 30 000 personnes qui ont accès aux mêmes données que vous, ça dissémine énormément le risque. Vous voyez, ça veut dire qu'en fait, ça déstabilise énormément, parce qu'ils se retrouvent face à le coup peut partir de n'importe où. Et c'est pour ça que je pense qu'on a pris un grand risque avec Marie en faisant ça, parce qu'ils ont conscience de ce danger, mais qu'en même temps, c'est trop tard. On a réussi à sortir le livre, donc maintenant, ils peuvent nous sanctionner, mais ça ne ferait évidemment qu'augmenter la répercussion du texte, et c'est peut-être ce qui nous protège aussi. On est sur ce fil, vous voyez, on essaie de marcher. Voilà, donc c'est un peu les réponses que je voulais vous donner, en tout cas des instruments qui vous permettent peut-être de réfléchir sur votre propre situation, et de façon plus générale par rapport à ce à quoi vous serez confrontés. Bonjour Rouen, bonjour tout le monde. Déjà j'ai un mot sympathique pour tout le monde et en effet ça fait vraiment plaisir de sentir qu'on est tous concernés par une lutte commune. Et voilà, c'est vrai que ça isole moins. Moi ma réflexion elle est plus philosophique du coup, parce que la révolution et du coup tout ce que ma voisine a subi comme conséquence par rapport à une lutte peut-être trop frontale. Moi je me posais la réflexion sur est-ce que la révolution c'est pas finalement créer une société à côté de la société. On a, j'ai l'impression, des outils de l'État qui sont donnés à disposition, que ce soit à l'associatif par exemple. Et moi j'ai envie de porter la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait en fait en milieu associatif pour créer un contre-pouvoir. Finalement, on pourrait créer tout simplement une société qui crée le contre-exemple de l'oligarchie qui nous opprime en fait finalement. Et là ça revient à la question de la lutte de classe et de pouvoir. Et quel est le rapport qu'on a nous les uns les autres par rapport au pouvoir, que ça soit dans notre environnement, notre famille, et ça met très puissant en question les valeurs de moi je reconnais qu'on est tous là parce qu'on est contre Macron, enfin il a un nom, un prénom, la Macronie, mais nous quel rapport avons-nous au pouvoir et quel monde voulons-nous construire vraiment, parce que comme vous dites, si les gilets jaunes se sont arrêtés et ils ne sont pas rentrés, ils ne savaient pas quoi faire. Et ça va plus questionner notre rapport à qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qu'on veut finalement amener comme véritable valeur pour construire le monde de demain, quoi. Parce que autant j'entends qu'il faudrait déstabiliser le pouvoir, mais juste être un exemple de contre-pouvoir, j'ai l'impression que ce serait ça qui ferait le plus... je sais pas si j'arrive à m'exprimer clairement, mais c'est ça qui pourrait justement déstabiliser ce pouvoir en place et de manière extrêmement pacifique. Voilà. Et oui, je voulais juste finir. Cette réflexion elle vient du fait de mes origines indigènes. Et
il y a beaucoup de sociétés indigènes ou archaïques, même dans les campagnes, qu'on a dans nos campagnes en France, qui exposent ce modèle d'interdépendance. Finalement, on doit tous prendre soin les uns des autres. Et le pouvoir, il se crée comme ça, en fait, puisque ça circule. Et c'est ça qui peut amener, pour moi, selon moi, de la paix et... Je sais pas, quelque chose qui peut apaiser, amener de la paix et de l'harmonie pour tous les uns les autres, quoi. Donc, je voulais vous remercier, Erwan, de vous amener dans cette réflexion-là. Bravo. Merci, je ne vais pas être trop long parce que. Mais j'ai pensé quelque chose qui peut nous faire penser à ça, c'est toute la phase d'hystérie médiatique qu'il y a eu sur les EHPAD suite à la publication d'une enquête journalistique, vous vous souvenez, il y a un peu moins d'un an. Et on s'est retrouvé dans une situation où regrouper les questions. tout notre appareil politique et médiatique a fait mine de découvrir le problème. Premier point, première étape. Oui. Deuxième étape, Oui. a fait mine de prétendre que c'était un problème de gestion, en tout cas d'organisation, ou un problème localisé, c'est-à-dire il y a une entreprise qui est horrible, un PA, et il faut régler ce problème-là parce que c'est scandaleux. Donc une sorte d'indignation comme ça sur le phénomène. Et très peu de personnes ont réussi à porter un discours dans l'espace public qui est en fait le seul discours à porter ce sujet. Mais on a un vrai problème civilisationnel sur le rapport à la famille, à nos aînés, et aux liens de solidarité qui font qu'on a fini par marchandiser et rendre rentable, y compris le fait de s'occuper des personnes qui nous ont engendrés. C'est ça le vrai sujet. Comment est-ce qu'on en est arrivé à une société de cet ordre-là, qui permettent justement le profit? On ne va pas corriger, enfin, s'il s'agit de corriger les excès d'Orpea, c'est fini, si c'est ça notre combat politique, on laisse ça au PS ou à je sais pas qui, mais vous voyez, on est dans une situation, si notre indignation se limite au fait qu'on a laissé une femme pendant 3 semaines dans une situation où je sais pas quoi, et qu'on voit pas qu'en fait, la question c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à un tel niveau de négation de ce qui est au fondement de notre humanité. Voilà, donc très clairement, je pense qu'il faut en revenir à une forme de... À chaque fois qu'on est face à quelque chose qui nous indigne, par exemple les violences policières. Les violences policières, c'est un problème spécifique, mais ce à quoi on a été confronté ces derniers mois, c'est pas des violences policières, c'est des violences politiques, c'est des violences ordonnées politiquement. Le problème, c'est pas celui qui porte la matraque, c'est le fait qu'il soit ordonné de frapper sur des citoyens, des gens qui sont dans une condition d'ailleurs souvent similaire à la sienne, et qu'on se retrouve dans une situation de quasi-guerre civile, de lutte contre des personnes qui devraient être nos pères, qui devraient être de notre côté, et qu'est-ce qui fait qu'eux en arrivent à obéir, qu'est-ce qui fait que d'autres en arrivent à donner cet ordre-là, et qu'est-ce qui fait, in fine, qu'on se retrouve dans une situation où la capacité à peser sur le politique est devenue tellement infime que le seul rapport qu'on a avec nos gouvernants, c'est de se faire frapper dessus, et tous les 5 ans d'organiser une grande messe pour dire non, mais en fait, on va quand même voter pour vous. Enfin, vous voyez, donc, on sort de l'épiphénomène, on sort de l'excitation presque du pornographique à l'idée de relayer. Il faut qu'on commence à comprendre, à avoir plus de confiance en nous. Évidemment qu'on est dans le juste. On n'a plus à se poser cette question-là. Évidemment qu'il y a un système qui, de 1000 façons, s'avarie et se corrompt, bien au-delà de la corruption légale, qui produit de la laideur dans le rapport, dans le lien à l'autre. Et donc, on arrête de se saisir de chaque épiphénomène qui semble confirmer ça, que ce soit le scandale Orpea, que ce soit telle vidéo de tabassage, etc. Et on se dit, ok, structurellement, comment est-ce qu'on produit une bascule? Comment est-ce qu'on s'assure qu'en fait, on recrée, on refonde des formes sociétales qui nous permettent d'éviter de nous retrouver dans ces situations-là. Et c'est le travail qu'on essaie de mener peu à peu, et c'est un travail de maturation que moi-même j'ai mené. Crépuscule, je commence par m'indigner. Je dénonce dans Crépuscule. Je révèle ce que j'ai vu et ce sur quoi j'ai enquêté pendant des années au cœur de ce système, mais je suis dans quelque chose de dire, mais c'est un scandale, c'est ça, et je m'en tiens là. Et au bout de quelques mois, à force de vous rencontrer, d'échanger avec vous, à travers la France, invité à un, je me dis, mais ton discours, il est pauvre. Ça suffit pas. Enfin, très bien, tu dis aux gens que c'est pas bien, et on est tous super contents de se retrouver, mais et donc je commence à réfléchir, ok, comment est-ce qu'on arrive déjà à proposer une solution alternative, comment est-ce qu'on rend le pouvoir sur le contrôle et la fabrique d'informations aux citoyens, donc la réforme institutionnelle, et enfin, comment est-ce qu'on produit cette bascule pour éviter de se retrouver dans ce truc d'indignation systématique
où à chaque fois qu'on regarde BFM, on a envie soit d'envoyer un œuf sur la télévision, soit de pleurer, soit on se sent hyper mal, angoissé, parce qu'on se dit putain mais dans quel monde je vis quoi. Voilà, donc réinstrumentiser la lutte en fait, vous voyez, se redonner des instruments de lutte, je pense que c'est fondamental, c'est cardinal, et ça doit être en effet le chemin qu'on doit prendre ensemble, pour arriver justement à des réflexions plus générales sur la construction du lien d'interdépendance. Moi je pense que ça vient de mon enfance, où paradoxalement je viens du sud de l'Espagne, de ce qu'était un petit village qui a progressivement été dévoré par le tourisme. Là c'est devenu une sorte de Mykonos de l'Andalousie, mais c'est devenu ça il y a 2 ans. Et donc entre ma naissance, où j'allais manger les churros, j'allais jouer à la loterie avec ma grand-mère après l'avoir accompagné au marché, et marché qui avait des poissons qui étaient pêchés localement, en face, parce que on est au bord de l'Atlantique, entre la Méditerranée et l'Atlantique. Et aujourd'hui, où il n'y a plus que des hypermarchés, Carrefour Continental, des rues qui sont saturées de restaurants cheap pour touristes, ou haut de gamme d'ailleurs, avec des palaces qui sont construits sur la place, où il y avait des orangers, et où il n'y a plus de loterie, il n'y a plus de churros parce qu'ils ont décidé de le vendre pour gagner. Parce que la médiocrité nous touche aussi. À un moment donné, vous avez une vie qui est difficile, parce que vous faites des churros toute la journée avec des friteuses et compagnie et à cause de cette transformation de la société, on vous propose ce que vous pourriez gagner en 50 ans pour vendre votre... Qui résiste à ça? Qui à un moment se dit pas, je me barre, je pars avec le magot et je vais essayer de vivre mieux ou de construire ailleurs quelque chose qui sera plus beau, mais là je renonce à ça. Et la question c'est comment est-ce qu'on... La révolution a commencé à questionner. Comment est-ce qu'on... Oui, mais il faut donner des... On ne peut pas être dans un rapport de culpabilisation de ceux qui à un moment donné acceptent ça. Il faut leur donner... Il faut, empêcher que ça arrive, et éventuellement seulement. Moi je pense qu'il faut juste empêcher que ça arrive. Ensuite, sinon on pourrait réfléchir à comment leur donner des instruments pour éviter que ça arrive. Mais pour éviter, qu'ils s'y prêtent. Mais si on rentre dans un rapport de culpabilisation à l'autre, de celui qui a fait ci et ça, on rentre dans des dynamiques de guerre civile, d'entre-division et compagnie qui ne vont faire que servir ceux qui nous dirigent et sont au-dessus de nous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner 3 questions. On met mon micro, vous répondez, ça ira plus vite. D'abord, merci pour cette conférence, c'était très intéressant. Ma question portait sur un point de la conférence. Vous évoquez le fait nécessaire de récupérer à l'échelle du peuple une souveraineté nationale. Mais mon questionnement se pose sur une souveraineté nationale dans quoi? Parce que à l'heure actuelle, qu'est-ce que la France, notamment dans le cadre de l'Union européenne, et voilà, je voulais avoir un peu votre avis sur la question de l'Union européenne et éventuellement la question de la sortie de la France de l'Union européenne. Voilà. Merci. Merci Juan. Je suis ravi de te rencontrer aujourd'hui. Ça fait un moment que je te suis. Alors je me permets de me lever et de me présenter à vous. Je sais qu'il y en a qui me connaissent. Je m'appelle Denis Agret et j'ai vécu exactement tout ce que tu as décrit. Depuis 2021, je suis médecin. On m'a jeté en garde à vue 3 fois à Montpellier, dans les sous-sols de Montpellier. On m'a collé 6 mois de prison avec sursis où j'ai fait appel. Moi, j'ai milité comme toi, comme nous tous, comme toi. Et tout est fait par le pouvoir pour nous invisibiliser. Et simplement pour vous donner 2-3 clés, et ça rejoint beaucoup ce que disait monsieur sur ce qu'on doit créer à l'échelle locale et au niveau de la souveraineté. Moi, une des choses que j'ai proposées, c'est la souveraineté en santé, c'est comment on se réapproprie la bonne santé. Et aussi, la question, c'est comment on oblige les maires à créer de l'emploi, puisque de toute façon, Pôle emploi fait rien du tout pour créer de l'emploi. Et ça, vraiment, j'y suis confronté, puisque ça fait 1 an qu'on m'empêche. Donc si tu peux nous donner des clés pour recréer de l'emploi, j'avoue que je suis preneur aussi, parce que je ne peux pas travailler. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci. Là, vous m'avez un peu mis dans la position de Macron dans le grand débat. Vous voyez le mec qui a réponse à tout, qui lui pose des questions. Comme le maire. Oui, non, mais justement, il faut moi, j'essaie d'éviter ce genre de position, parce que, évidemment, pourquoi est-ce que Macron... Non, mais c'est pas une critique contre lui du tout, mais pourquoi est-ce que Macron a mis en scène ça?
C'était pour se re-souverainiser et se redonner une autorité qu'ils avaient complètement perdue. C'est une mise en... genre j'ai réponse à tout, donc en fait du coup, il est légitime que je sois à la position à laquelle je suis, c'est-à-dire supérieur à vous, et que vous soumettiez à moi d'une façon ou d'une autre. Donc l'idée c'est pas, au contraire, c'est d'essayer d'éviter d'apporter des réponses, mais d'essayer de partager un questionnement et que chacun se voit enrichi et puisse par lui-même en fait apporter sa pierre à l'édifice. Donc je vais répondre quand même évidemment sur ces questions. Sur l'Union européenne, moi j'ai une grande déception face à l'Union européenne parce que je suis un gamin, encore une fois, père espagnol, mère portugaise, donc vous imaginez, ils vivaient sur la dictature, ils fantasment à mort l'Europe, l'ouverture que ça incarnait et compagnie, donc ils m'ont vraiment alimenté tout ça, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont eu une forme de fantasme d'adhésion à cette Union européenne et qui ont eu une déception progressive extraordinaire. Pour ceux qui ont été opposés depuis le début, vous faites partie d'un espace auquel je n'étais pas initialement. Et j'ai découvert la réalité de ce fonctionnement de mille façons, notamment à travers mon travail d'avocat. Et j'ai découvert des instances bureaucratiques complètement avariées, inutiles, et qui provoquent des crises, et qui provoquent de la violence. On l'a vu pendant la crise sanitaire, on l'avait vu pendant la crise migratoire à partir de Lampedusa, et on l'avait vu pendant la crise économique de 2008, qui a été répétée en 2011 à cause des politiques adoptées par Jean-Claude Trichet, qui était le gouverneur de la BCE à l'époque, et qui avait décidé de resserrer la création monétaire à un moment où il fallait au contraire l'étendre, ce qui a fait créer une crise dans la crise et détruit des dizaines de milliers de vies en France, alors que le reste du monde se remettait de la crise des subprimes de 2008. Et ça, c'est un truc, ça aussi, vous voyez, je suis convaincu que personne n'a conscience du fait qu'il y a eu une décision politique qui a été prise en 2011 et qui a saccagé nos vies pendant des années en créant de la stagnation, en créant des pertes, en provoquant des pertes d'emploi, en surtout empêchant les nouvelles générations d'accéder à l'emploi et du coup de s'insérer dans la société, et qui du coup par ricochet a provoqué de la violence dans les foyers, dans les familles, dans les rapports amoureux, contre soi-même, et un sentiment de désespoir qui a fini par se cristalliser pendant les Gilets jaunes. Donc ces choses-là, par exemple, du fait de l'absence de contrôle que l'on a sur la fabrique d'informations, on est incapable de les expliquer. On sait qu'entre 2010 et 2018, ça a été galère. Pour la plupart des personnes, on a beaucoup souffert. Il n'y avait pas de dynamique économique, il n'y avait pas de mouvement, tout était en stagnation. Mais qui aujourd'hui nous parle pour nous dire, mais en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, et du coup, comment est-ce qu'on va l'éviter? Parce que c'est aussi quand même ça le rôle du... Personne n'est capable aujourd'hui, parce que ça n'a pas été expliqué, énoncé, publicisé et compagnie, parce qu'on n'a pas mis Jean-Claude Trichet en prison, et ce serait, pour le coup, je vous demande de m'octroyer ça, si jamais une révolution intervient, ce droit de faire juger cet homme pour la violence qu'il a enfantée au sein de cette société, par pur dogme et par pure, évidemment, servitude à l'égard des puissances de l'argent, qui, elles, se sont gavées, parce que je ne veux pas vous faire un cours de politique économique et monétaire, mais le resserrement du crédit, des taux d'intérêt, a permis à ceux qui avaient déjà beaucoup d'argent d'emprunter à 0% ou 1%. Et donc, en fait, non seulement de ne rien dépenser, mais parce qu'ils avaient beaucoup de capital, d'avoir un accès quasiment illimité aux lignes de crédit dans les banques et de pouvoir spéculer. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des Xavier Niel ou Bernard Arnault, qui étaient déjà milliardaires ou multimilliardaires l'un et l'autre, qui se sont retrouvés ensemble à investir, mais par milliers dans des immeubles. Parce que, en fait, c'était de l'argent garanti, parce qu'ils n'avaient pas dépensé un sou, voire au contraire, c'était des taux d'intérêt négatifs, parce qu'ils étaient très solvables, parce qu'ils avaient des milliards. Et ils ont alimenté du coup la spéculation immobilière, notamment à Paris et ailleurs, ce qui faisait que des jeunes ne pouvaient pas se loger, des ouvriers, des employés ne pouvaient pas se loger, et ils ont continué à participer au mal de cette façon à travers ces décisions. Bon bref, là on pourrait en faire 2 heures là-dessus, et je pourrais vous expliquer comment ça a vraiment déstructuré nos sociétés. Et donc l'Union européenne, en fait, a enfanté tout ça, ne serait-ce que parce qu'elle ralentit le processus de décision. Quand vous voyez Macron qui passe 2 jours à Bruxelles à négocier une déclaration sans intérêt avec les 26 autres chefs d'État, vous dites, bon, quelle perte quand même de souveraineté, de symbole, quoi, quand même. Enfin, on voit ton Sherpa, quoi. Je sais pas, t'as 40 000 conseillers, t'as des ministres, te soumets pas à ce rituel complètement dégradant. Et d'autre part, on se dit, mais t'as peut-être mieux à faire, non, entre-temps. Enfin, au lieu que de discuter des mots dans un communiqué qui ne va servir à rien de toute façon. Et donc, d'un point de vue purement, c'est pas idéologique, c'est technique, quoi. On sort pour aller plus vite. On sort ou alors on désobéit, qu'importe, c'est pas le sujet. C'est vraiment juste, en fait, on s'en préoccupe plus. On s'organise pour nous-mêmes directement agir. Et ça pose la question, on va pas en refaire, mais ça serait un grand sujet, de l'échelle de l'action. Et c'est une question que vous posiez, qui est revenue aussi, c'est est-ce que l'État est la bonne échelle pour produire des transformations aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas dans une situation d'imbrication et
moi j'ai la conviction, ne serait-ce que pour une raison très simple, on dépend du nucléaire encore aujourd'hui, donc on a besoin d'un État pour protéger ces installations, pour continuer à faire tourner. Et ça, c'est parce que ça exige des centaines de millions d'euros chaque année, et ainsi de suite. On est dépendant de ça. C'est un choix technologique qui nous impose une forme politique. Ça, c'est intéressant déjà. Sauf que cette transition énergétique, avec tout ce qu'elle recèle de corruption et ainsi de suite, va amener quand même à une potentielle autonomisation des territoires. Parce que vous allez en fait progressivement avoir de plus en plus de populations, de blocs de population qui vont d'elles-mêmes produire leur énergie et du coup reprendre une forme de contrôle sur leurs outils de production. Et donc éventuellement sur leur destin, et donc potentiellement une réémergence soit de cités-États, soit de formes communales encore plus petites et ainsi de suite. Et du coup, potentiellement la recréation de liens d'interdépendance, de vivre ensemble, beaucoup plus saines et respectueuses, où on n'en passe pas par cette concentration délirante de ressources qui sont incarnées par les méga-bassines, où on est obligé justement, parce qu'on a industrialisé la production et qu'on a dû complètement nier notre rapport au vivant, de créer des dispositifs qui en fait nous précipitent dans notre chute, on va pouvoir relocaliser. Mais bon, ça aussi, ça exigera une protection. Parce que vous imaginez que si vous devenez un îlot de bonheur au milieu d'un océan de malheur, bah, on va avoir une tentation de venir vous chercher. Et donc, à nouveau, comment se protéger de la violence qui pourrait venir de l'extérieur? Comment recréer des instruments de souveraineté? Et c'est pour ça qu'on est sur une dialectique où on est obligé de repenser quand même l'État. C'est-à-dire que l'État reste là, mais comme une coquille qui nous protégerait, et non plus comme c'est le cas aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'il faut continuer à réfléchir dans ce cadre-là? C'est tout simplement parce que, pour l'instant, on a encore besoin de ces grandes institutions que sont des services publics, qui nous permettent, ou qui sont censés plutôt nous permettre de construire une forme de vivre ensemble, de communauté, et qui sont aujourd'hui complètement effondrées. Je pense que très rapidement, on va réussir à autonomiser à ce niveau-là. Et ce qu'on est en train de vivre aussi, on en voit que les effets négatifs, une forme de désolidarisation, avec une confrontation de points de vue qui sont de moins en moins réconciliables, mais c'est aussi l'étape préalable d'une reformation de communauté à d'autres échelles, qui vont se différencier avec des rapports à l'éducation, à la santé, qui vont changer, qui vont nous faire peut-être à terme une pensée de gauche, par exemple, qui est encore très limitée aujourd'hui, le rapport à l'hôpital. Il faut plus d'argent pour l'hôpital, il faut plus d'argent pour l'hôpital. Il faut peut-être aussi réfléchir au-delà de cette forme qui est peut-être légèrement perdue. C'est-à-dire que peut-être que l'hôpital n'est plus la forme qui convient pour la santé du XXIe siècle, ainsi de suite, avec la diffusion des savoirs que l'on connaît. Il y a toute une réflexion, vous voyez, à mener, y compris pour aller un peu au-delà de la question, est-ce qu'on met plus d'argent ou moins d'argent, est-ce qu'on met des administrateurs à côté des médecins ou juste des médecins qui s'autogèrent, et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est juste pour vous donner quelques pistes comme ça, mais on est quand même à la veille d'une phase révolutionnaire tout court, pas seulement parce qu'on aurait l'intention de faire la révolution, mais parce que les ruptures technologiques auxquelles on est confrontés, le changement de modèle énergétique, vont transformer nos vies de façon à la fois terrifiante, et ce qu'il faut que l'on fasse le plus possible de façon génératrice. C'est-à-dire qu'il faut qu'en fait, face à ces violences et ces troubles extraordinaires qui vont naître, qu'on ne se retrouve pas comme au XIXe siècle, avec en gros 90% de la population qui, pour aller extraire les richesses pour les plus favorisés, se retrouver dans les mines ou dans des conditions de précarité extraordinaires, avec une violence extraordinaire, y compris pour les plus petits. Et c'est ce qui nous pend au nez. J'en reviens à cette crise mondiale et le rôle qu'on en a joué dans cette resouverainisation. Elle m'apparaît essentielle, et du coup, en effet, la forme d'État, dans ce cadre-là, m'apparaît encore nécessaire pour nous protéger. Les deux dernières questions, donc là-bas. Oui. Il y avait tout. Oui. Une minute. C'est pas une question, c'est une information. Il se trouve que j'habite à 5 km du centre de Ganges. Et demain matin, il va y avoir un événement d'importance locale, régionale et nationale. Macron doit en principe débarquer. Bon, il y a une incertitude par où il arrive. Certains ont dit qu'il arrivera en train, donc le CGT avait prévu un blocage des voies. Il y a des rumeurs comme quoi il arrivera en avion, peut-être à Nîmes, peut-être à Montpellier, après il prendrait l'hélicoptère ou la voiture. En tout cas, depuis hier, il y a des barrages, pas vraiment des barrages, disons qu'il y a des patrouilles de gendarmerie sur toutes les routes autour de Ganges qui filtrent un peu, dès qu'ils repèrent une voiture qui n'est pas immatriculée 30 ou 34, ils arrêtent les gens de savoir ce qu'ils font là. J'ai eu des informations comme quoi, parce que nous aussi, les révolutionnaires avons nos sources, avons nos services non officiels de renseignement.
carrément, qu'à partir de 5h du matin, toutes les routes qui arrivent à Ganges vont être bloquées à partir de 5h du matin. Non, s'il vous plaît, merci. Je suis là, bientôt. Donc à partir de 5h du matin, les routes autour de Ganges devraient être bloquées. Sauf si moi j'ai mon adresse, j'ai mes papiers, j'habite là-bas, je vais bien rentrer chez moi quand même. Et les bus, a priori, devraient passer aussi. Donc il y a prévu, a priori, d'après nos sources, il y aurait 700 policiers à Ganges, peut-être plus. Peut-être qu'au dernier moment, ils vont décider de l'annuler. Et pour finir, donc ceux qui peuvent et qui veulent venir de la nuit avant 5h du matin, on les invite à venir avec des casseroles. Donc moi j'ai le communiqué officiel qui date hier du service de presse de l'Élysée. Pardon ? Non, juste les horaires. Donc d'après le service de presse de l'Élysée, il devrait arriver à 11h15 au collège Louise Michel. C'est un comble, je trouve. Je ne sais pas si on l'a expliqué ou quoi, mais où on a des infiltrés qu'on fait exprès de dire oh, le collège Louise Michel, c'est bien et tout. Les anarchistes ont voté pour toi. Et à 15h45, rencontre avec les professeurs, non, avec des professeurs, des élèves, c'est qu'un collège, des jeunes de moins de 14 ans, et des parents d'élèves. Voilà, donc, appel à demain, maintenant, prendre la voiture, prenez votre temps, voilà, et avant 5h du matin, parce que sinon ça va être bloqué, quoi. Oui, bon. Oui, bonsoir. C'était juste, je me posais une question par rapport, si on prend au sérieux donc, la perspective révolutionnaire, donc de prise du pouvoir, il va quand même parce que là on parle de façon beaucoup franco-française d'une prise du pouvoir au niveau des préfectures, etc. Mais il faut quand même se rappeler d'une chose, la France en elle-même ne produit plus grand-chose. Et de ce fait, moi je ne vois pas du tout le poids qu'on a, une fois que la révolution est faite, pour maintenir les besoins même vitaux de notre population. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec l'ensemble des autres pays du monde, notamment en premier lieu les États-Unis, qui vont pouvoir dialoguer bien sûr avec la Chine et nos autres fournisseurs, pour bloquer tout accès réel et détruire le niveau de vie de la France très vite, ce qui va sans doute créer un mouvement contre-révolutionnaire et le nourrir. Et après, j'ai l'impression que ça finit un peu en écrasement, quoi. Mais bon, moi, là, si on prend voilà, au sérieux jusqu'au bout, j'ai l'impression qu'en termes matériels, en tout cas dans ma tête, il y a une limite. Bonjour Monsieur Branco. Tout d'abord, merci beaucoup. Grand respect à vous, Wikileaks, j'ai toujours kiffé, ça m'a poussé à pencher. Mais justement, avec cette question, je viens. Moi, je m'intéresse à l'intelligence économique, à l'OSINT, au renseignement, tout ça. Et vous parlez souvent des Pentagon Leaks, des Leaks. Et dans toute cette tempête, je m'intéresse à la notion qu'on utilise un peu souvent en ce moment à tort et à travers, mais d'opération, comment dire, d'opposition contrôlée. Et vous, évidemment, il y a eu des opérations psychologiques contre Wikileaks. Plein de gens ont dit que c'était une opération contrôlée par certains, qu'il y avait des conflits d'intérêts avec des banques suisses et tout ça. Je voulais savoir un peu vos avis sur ça, sur le fait que certains... Moi, je suis un jeune souverainiste, pareil comme monsieur, je m'intéresse beaucoup à la révolution, qu'est-ce que ça viendrait. Après, si on enlève Macron, il y a toujours les Young Global Leaders, il y a toujours Davos, il y a toujours les States, la Chine, la Russie. Donc, pareil, pour les jeunes comme nous, vous disiez qu'on pouvait aller dans le Grand Paris, aller draguer peut-être les vieux riches, un peu comme Macron, sucer un David de Rothschild ou je ne sais quoi. Mais voilà, qu'est-ce que les jeunes comme nous, dans ce climat révolutionnaire où on ne peut plus croire en personne, ni aux gilets jaunes, ni à des gens, comment on dit, voilà, des André Berkoff qui font l'opposition mais qui mangent avec Jacques Attali et le CRIF, avec des gens qui mangent tous ensemble dans un Grand Paris.
Je veux dire, comment on peut s'extraire de ça et réussir à faire quelque chose tout en montant dans la société? Donc, merci. Moi, je pense, enfin, vraiment, ce que j'ai essayé de proposer avec mes textes, c'est surtout d'arrêter de croire. Enfin, c'est vraiment la clé de votre émancipation. C'est de ne plus être dans des rapports de dépendance par rapport à des figures, à des structures de pouvoir qui vont essayer de vous dire qu'elles sont le bien incarné ou que l'autre est le mal incarné, ainsi de suite. Et toute ma réflexion, évidemment, partant de là où je viens, c'est de dire comment est-ce que je reprends le contrôle, en sachant très bien qu'une grande partie des erreurs qu'on commet, ou des méfaits qu'on commet, ne sont pas le fruit d'une corruption directe, mais de notre insertion dans un appareil de pouvoir que l'on n'a soit pas perçu. Moi j'étais vachement dragué en fait pendant mes années, par exemple à Yale et compagnie. J'ai vu ces appareils de pouvoir sans les comprendre. Quand j'étais à Compagnie Internationale, à 20 ans, je fais un stage au bureau du procureur et il me recrute au bout de quelques mois. Et je me retrouve avec le procureur à rencontrer des dictateurs africains au Georges V, dans les grands palaces parisiens et compagnie. Il me montre ce monde-là et il me demande de surveiller les affaires qu'on avait en cours. Enfin, je servais de relais à ma petite fonction et donc on avait un Congolais qui était là pour accuser de crime contre l'humanité. Je me dis, un Congolais qui a commis des horreurs au Congo, c'est vraiment un méchant. Je me pose là plus la question et du coup je participe à cet appareil de pouvoir qui va amener à se condamner, ainsi de suite. Quelques années plus tard, par des hasards de l'histoire, je me retrouve au Congo non, pas par des hasards, par intention justement de comprendre, parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai vu le monde depuis La Haye. Et donc je me suis occupé du Congo sans avoir jamais mis les pieds au Congo, à ma petite échelle, mais quand même. Donc je me dis, je vais y aller. Je passe un mois au Congo pour le monde diplomatique, j'enquête et compagnie, et je découvre qu'il y a des trucs qui ne vont pas par rapport à ce qu'on m'a raconté. Donc je décide de faire ma thèse sur ce milicien. Et je me rends compte que c'est un milicien que Kabila, donc, qui était le président du Congo, avait nommé général alors qu'il avait 25 ans, puis extrait de sa forêt où il était chasseur d'okapi pour le ramener à Kinshasa, pour l'extrader à La Haye, pour pouvoir dire à la communauté internationale, regardez comment je collabore avec la Compagnie internationale, à quel point je vous envoie même des généraux. Et qu'en fait, le gamin, quand il se retrouve à La Haye, et je finis par le rencontrer dans le cadre de ma thèse, dans la prison de Schwenningen, à La Haye. Il me dit, mais moi quand je suis arrivé, j'avais jamais vu la télévision, j'avais pas l'électricité là où je vivais, j'avais évidemment jamais pris un avion, et tout d'un coup je me retrouve projeté à La Haye, quoi, dans une prison ultra-moderne et compagnie, et on me met dans un tribunal, et la première question que je me pose, c'est pourquoi tous ces gens portent une robe? Et pourquoi est-ce qu'ils ressemblent à des, je sais plus si des vautours ou des... et il comprend pas en fait, même ce truc qui nous est devenu très familier, il est tellement écarté de nos mondes, et c'est censé être un grand général qui a participé à ces guerres. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai participé à cet appareil de pouvoir, et je l'ai alimenté, et j'ai contribué à fabriquer cette injustice par absence de pensée. Non pas parce que j'étais un esprit machiavélique et compagnie, mais parce qu'en fait, c'est agréable d'être valorisé socialement parce que vous êtes très jeune, vous êtes à un poste de responsabilité, vous pouvez traiter des sujets passionnants, on vous raconte que le Congo c'est ci, c'est ça, vous avez une forme de pouvoir, même si vous ne le ressentez pas, mais vous êtes dans cette situation-là, et du coup, vous n'allez pas interroger l'appareil de pouvoir auquel vous participez. Vous êtes juste content d'y participer parce qu'en plus, il vous fait vous sentir bien. Et ça, c'est la quasi-totalité de nos élites. C'est comment, en fait, on s'organise en tant que société, là je parle de nos élites, pour faire sentir bien les personnes qui participent. Ça rejoint la réflexion sur la question de la création d'une cour pour un roi, ou on finance, on donne des largesses, on valorise ces personnes autour de nous, de façon à ce qu'ils ne pensent pas. Et ils ne réfléchissent pas à tous les sens du terme, qu'ils ne se réfléchissent pas, qu'ils ne se voient pas dans un miroir et s'interrogent sur les fondements de leur pouvoir. Et donc, il faut passer, évidemment, l'argent joue un rôle clé là-dedans, la capacité, et donc du coup, la nécessité de prendre de l'argent à la population pour pouvoir financer tout ça, et c'est là où on crée des boucles de corruption, etc. Donc, quand vous me demandez en qui est-ce qu'il faut croire, en personne, il ne faut rien croire, il faut vérifier, douter, c'est sain de douter, c'est sain de questionner, ne vous laissez pas écraser sur le discours, sur le complotisme et compagnie, ne vous laissez pas manipuler non plus par ceux qui vont vous dire « Ah oui, mais là c'est un complot et compagnie » sans vérifier par vous-même, d'où l'importance encore une fois d'éléments comme Wikileaks. Vous me parlez de suspicions qu'on peut avoir sur l'un ou l'autre. Probablement le Pentagon X
il y a deux options. Soit c'est vraiment une défaillance du système de pouvoir états-unien, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui a accès à des documents auxquels il n'aurait pas dû avoir accès parce qu'il est trop jeune et compagnie. Soit c'est une opération de communication, de déstabilisation. Soit de toute façon c'est récupéré par ces pouvoirs-là pour servir leurs intérêts. Et c'est probablement les trois à la fois. Mais ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, par une erreur, par un dysfonctionnement, vous avez eu accès à des documents dont on peut établir maintenant aujourd'hui qu'en fait ils portent des informations qui sont vraies, donc qui accroissent votre champ de connaissances un petit peu sur le fonctionnement de cet appareil de pouvoir. Et là, vous avez, vous, avoir un réflexe qui consiste à dire ok, c'est pas pour ça que toute la vérité est là-dedans, c'est pas pour ça que ça dit toute la vérité. Mais au moins, ça me permet de mieux comprendre la façon dont fonctionne sur l'Ukraine, sur les Yémen et compagnie, et surtout de me rendre compte qu'il y a toute une série de récits et de fictions qui ont été construits à ce sujet. Pour répondre à la deuxième question, sur la question de la place de la France dans ce monde, il y a deux facettes. Je vais être bref, mais la première, c'est tout simplement reprendre les instruments de notre souveraineté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on utilise l'État pour piller les populations. Et ça, il faut à minima réduire et, dans le meilleur des cas, renverser le dispositif, c'est-à-dire qu'on recrée des services publics et compagnie, des choses qui nous permettent de mieux vivre. C'est-à-dire qu'en gros, la concentration des ressources qui intervient au sein de Paris ne sert pas à répartir dans un gâteau X, en tout cas pendant un temps, parce que de toute façon, le pouvoir corrompt. Vous n'allez jamais créer un système politique qui va à jamais vous permettre de construire un Éden, vous voyez. Surtout justement quand vous êtes dans des systèmes à de telles échelles. Et on en revient au propos que vous aviez sur l'indigénat. Il y avait une permanence dans les sociétés que l'on a appelées primitives pendant très longtemps, qui faisait qu'ils n'avaient pas même de rapport à l'histoire. Il n'y avait pas de rapport au temps, ce qui a beaucoup choqué les Occidentaux qui les ont découvertes et compagnie dans les premiers temps. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une circularité du rapport. En fait, on n'essayait pas d'être dans un mouvement. On essayait en fait de construire en fait un bien-être, une harmonie avec l'environnement qui faisait qu'on n'était pas dans un rapport de prédation, d'exploitation et compagnie, mais au contraire d'entretien de l'existant. Donc ça, c'est évidemment à terme un objectif qu'il faudrait rechercher. Mais sur la question transitoire, qui est de savoir, et si on fait une révolution en France, est-ce qu'on va être face à des difficultés ? Oui, je suis complètement d'accord. La Révolution française, quand on était entouré de monarchie, ça ne s'est pas très bien passé les premières années. Peut-être que ça ne s'est pas très bien passé tout court, d'ailleurs, ça pourrait aller au-delà. Mais ensuite, la question, c'est de dire, ok, on reprend les instruments qui aujourd'hui servent pour nous opprimer, on essaye de les améliorer, de les réorienter, et dans un second temps, on essaye de construire des alliances. Moi, par exemple, aujourd'hui, je représente le principal opposant au président sénégalais, Ousmane Sonko, qui est quelqu'un qui lui aussi a un discours de resouverainisation, qui est de dire on en a marre d'être dans des rapports de dépendance coloniale avec les élites françaises, et il tient toujours à faire cette distinction, à dire avec les élites françaises. Il y a une chose, c'est la France, et les liens qui de toute façon sont existants, le rapport à la langue, et ainsi de suite, le peuple français qui considère tout autant victime de leurs élites que eux l'ont été, et ensuite, du coup, comment est-ce qu'on recrée une alliance entre ces pensées et entre ces peuples, potentiellement, qui fassent que les liens que l'on va tisser avec le Sénégal ne vont pas passer par de la prédation et de l'exploitation à travers les Bolloré et compagnie, mais vont nous permettre d'assurer des équilibres en termes de production de ressources qui vont faire que l'on va obtenir de leur part quelque chose que jusqu'avant on passait par les exportations par la Chine, ainsi de suite, reconstruire en fait une forme de mondialisation souverainisée, avec des liens de solidarité beaucoup plus restreints. Alors, évidemment, en fait, c'est ce que vous me demandez, c'est une conférence entière, donc la réponse que je peux vous apporter, elle est évidemment insatisfaisante. On est sur une situation où, en effet, c'est d'ailleurs le début de mon texte, c'est comment est-ce qu'on sort de cette situation où je vous décris comme les contremaîtres de la révolution, de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on est entre les maîtres, très puissants, et les esclaves. En gros, l'Asie du Sud-Est, les populations qui fabriquent en gros 90% de ce qu'on consomme aujourd'hui, parce qu'en effet, on a tout délocalisé. C'est très difficile de faire une révolution dans ce truc intermédiaire. C'est justement au début de ma réflexion. Qui a envie de faire la révolution alors que le peu de confort qui lui reste dépend de son exploitation de populations qui elles-mêmes rêvent de prendre leur place. Et comment est-ce qu'on arrive en fait à construire un chemin ? Eh bien, c'est toute la question qui se pose une fois que l'on a mis en place cette réflexion. Et à mon sens, ça passe justement par cette resouverainisation, cette localisation des luttes, et cette alliance qui passe par le bas, et qui, évidemment, par des intermédiaires qui nous mettent en lien avec eux, mais qui nous permettent de sortir de cette position-là pour éviter autrement cette dynamique de l'histoire qui consiste, encore une fois, j'en reviens au début de mon intervention, à rythme constant et sans reprise de pouvoir à minima des appareils d'État, à devenir des esclaves du monde de demain. Et à devenir ceux sur qui on s'est appuyé pour tenir dans cette configuration. Je finirai là-dessus. Les Gilets jaunes, c'est qui ? C'est ce reste de la population
qui se comptent en millions de personnes, c'est rien, entre guillemets, que l'État entretient minimalement parce qu'on peut encore se le permettre. Donc c'est des gens qui n'ont plus de fonction, qui n'ont plus de rôle dans la société, qui souffrent de cela, qui se révoltent d'être traités de rien à cause de cela, qui ont besoin d'une reconnaissance, qui se sont retrouvés dans cette mobilisation justement comme étant des citoyens souverains et légitimes et pas des responsables de leur situation personnelle, et qui à un moment donné sont dans cette bascule potentielle, parce que ce seront les premières victimes d'un déclassement de notre pays. Ce seront les premières victimes, parce que ce seront les premières personnes à qui, justement, sur lesquelles on va faire accroître la pression économique et qui vont finir par se retrouver dans une position d'exploitation à nouveau. Leur but, c'est pas de rester, de perpétuer l'existant. Leur but, c'est de sortir de cette défonctionnalisation, de ne pas tomber dans l'effondrement absolu, de ne pas devenir des victimes directes, et de retrouver, de régénérer une société dans laquelle ils auront une fonction. Et c'est ce que nous, c'est le fondement de mon engagement, c'est en ça que je me diffère beaucoup aujourd'hui de la France Insoumise, que je trouve beaucoup plus orientée notamment vers les classes moyennes, qui elles aussi subissent une pression fiscale extraordinaire, mais qui n'a pas réussi encore tout à fait, je trouve, à connecter et à comprendre, si ce n'est à comprendre du moins, à connecter avec cette partie du peuple sombre qui est aujourd'hui dans l'urgence la plus absolue, et qui en fait ne s'est pas mobilisé pendant les retraites. Les gilets jaunes qui sont mobilisés pendant les retraites, c'est ceux qui se sont militantisés et resocialisés à travers leur lutte. Mais le peuple gilet jaune n'a pas été là pendant la retraite pour une raison très simple. C'est parce qu'il ne rêve même plus de retraite. Donc le fait qu'on change de 62 à 64 ans, c'est pas une réforme qui les touche directement. Et donc du coup, cette radicalité, cette puissance politique qu'il y avait le mouvement en 2018, on ne l'a pas retrouvée en 2023, malgré les masses énormes qui étaient mobilisées. Et donc du coup, une difficulté à fragiliser le pouvoir, à mettre en difficulté Emmanuel Macron. Et j'avais dit dans un entretien que j'avais fait aux armes correctibles fin janvier, donc au milieu de la mobilisation, j'ai dit, sans durcissement et sans reconnexion avec cette part de la population, moi je suis président de la République, je lâche rien. De ce que je vois dans les manifestations, je sais que je ne prends pas de risque réel. Donc voilà, cette reconnexion, elle me semble essentielle, et c'est un peu ma mission de court terme, entre guillemets, avant d'en arriver aux solutions opérationnelles dont on discutait. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous.